Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un de mes humoristes québécois préférés. Je reçois un humoriste au style complètement à part. Je reçois Yannick Demartino. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Avec grand plaisir. Tu as participé à beaucoup de podcasts. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies de faire? Oui, quand même. C'est assez libre. J'aime discuter. Je crois c'est facile d'accepter. Je me la pose à moi-même, en fait, si j'aime vraiment ça. Ben ouais, je pense que oui. Cool. J'ai énormément de choses à te demander. Généralement, avant un podcast, je me renseigne, je regarde tout. Et il y avait vraiment beaucoup de choses, donc j'ai été bien occupé. Donc je vais commencer direct si ça te va. Je voudrais savoir un peu comment tu vis cette situation actuelle avec un second confinement, l'absence des scènes, tout ça. Comment tu vis tout ça? Par rapport à l'humour, c'est sûr que je trouve ça difficile de... En fait, c'est pas vrai. Au début, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. Je pense que je suis quelqu'un qui peut tomber rapidement dans l'anxiété. Et là, ça m'a permis d'essayer de gérer ça. Puis des fois, peut-être que je pense pour divers problèmes, la scène ou l'aspect public peut être une forme de béquille là, pour beaucoup. Puis moi, l'anxiété, c'est un peu ça. On dirait que bon, ben j'allais travailler, j'allais sur scène, il y avait quelque chose, cette dose-là d'adrénaline, ça arrivait naturellement. Je ne sais pas, il y a comme pas c'est impossible de pas être dans le moment présent, on dirait, quand tu es sur scène. Dans un état d'urgence, donc ça me calmait et ça me reposait. Donc là, j'ai comme fait face un petit peu à ça, mais au quotidien, donc je l'ai eu un petit peu plus face à moi, puis je ne pouvais pas l'ignorer. Donc au début, ça a été quand même difficile, mais par la suite, j'ai fait ok, non, c'est cool d'arriver quand même là à y faire face et là d'avoir un certain recul, de rétroactivement penser à qu'est-ce que j'aime de la scène, qu'est-ce que j'aime moins, puis qu'est-ce que j'aime ou j'aime moins de l'humour en tant que tel, puis du star system et tout, ça m'a aidé à comme repositionner un peu. Ensuite de ça, par exemple, en dehors de l'humour comme citoyen, ben c'est sûr que on sait pas trop exactement ce qui se passe, on veut bien faire, on est empathique, en même temps, on stresse sur notre situation, on veut pas être individualiste. Donc, je te dirais que c'est très variable, là, on dirait, par rapport à son rapport avec la situation, son état d'esprit. Puis là, il y a 2 jours, je disais V pour Vendetta. Puis j'étais devenu un peu OK, non, il faut l'anarchie. Donc, mon état d'esprit, c'est ça, est comme ça change selon la journée. Là. Ouais, je sais pas, je réponds sans répondre tant que ça parce que c'est tellement variable que c'est dur et être clair, précis puis constant là, dans cette position-là. Je comprends, c'est une situation tellement particulière et qu'on espère ne plus jamais vivre, mais c'est tellement particulier que c'est dur. Comme tu dis, ça dépend des jours. Il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on l'est moins, il y a des jours où on s'inquiète, il y a des jours où ça va, où on se rend compte de la chance qu'on a. C'est variable, t'as raison. Ouais, exact. Puis c'est dur aussi... des fois, tu penses à ta situation à toi, ensuite de tout, tu y fais abstraction, là, tu penses à, par exemple, au Québec, ensuite de ça, même au Canada, à l'Amérique du Nord, à un moment donné, tu te dis, on est chanceux par rapport à d'autres pays. Il y a comme beaucoup d'affaires, puis c'est difficile à un moment donné ne pas être individualiste du tout, là. On dirait que tout porte à l'être au final. C'est difficile quand même. Donc voilà, c'est ça. Mais au niveau plus de l'humour, je pense que j'ai entendu ça dans le podcast de Thomas Levac, que tu t'étais dit je vais passer plus de temps comme auteur que comme acteur sur scène, je veux dire. Ouais, ben en fait, ouais, c'est ça. Ben en ce moment, c'est juste inexistant la scène. Mais c'était par rapport au web. J'avais de la difficulté, moi, à faire le virage vers le web. Ça me stresse beaucoup plus d'aller faire un live Instagram. On dirait que je me retrouve pas de... Moi, ma passion, c'est vraiment le stand-up. Pour moi, ça se transpose pas. J'aime jouer, j'aime ça faire des sketchs, mais j'ai vraiment de la difficulté à avoir une certaine récurrence sur le web puis offrir toujours du contenu. Puis pour le reste, je trouve ça plus anxiogène que tout le reste. J'ai vraiment de la difficulté. À part en groupe, ça, je suis capable de le faire des sketchs, par exemple, avec Like Moi ou avec, là, j'en fais avec mon ami P.O. Forget des vidéos de temps à autre. Puis là, j'ai du plaisir, je suis capable de plus m'abandonner. Mais tout seul, je suis vraiment pas capable de m'imposer une récurrence. Puis le retour aussi, je trouve les gens violents sur le web. Je sais pas, je suis comme hyper sensible, donc j'ai de la difficulté. Ben ça, je pense qu'on est tous de même, là,
on a de la misère à faire abstraction du commentaire négatif, même s'il y en a juste un, puis il y a 100 commentaires positifs, ben c'est celui-là que tu dis, ah ben c'est lui qui a raison, c'est lui qui est lucide. Dans cette réflexion-là, j'ai fait, ben tu sais, moi écrire, c'est ça que j'aime le plus, en fait, la création, moi. Je pense, avant la performance, en fait, bien au-delà de la performance, là, j'aime vraiment écrire. J'ai pas envie tant que ça d'aller parler sur scène, j'ai envie d'aller partager mes idées. Donc, qu'est-ce qui m'anime, c'est vraiment d'écrire des idées, et les noter, puis ensuite de ça, aller les proposer. Peut-être qu'à un moment donné, m'a trouvé mon filon sur le web, puis m'a trouvé une manière que je me sens confortable de partager ces idées-là sur ce format-là. Mais pour le moment, ouais, j'ai de la difficulté. Donc, c'est là que je me retrouve à écrire. Tu avais parlé dans le podcast avec Thomas que tu étais en train de travailler sur une version littéraire de ton spectacle. Où ça en est? À peu près à 75 pages. J'essaie que ça soit bien organique, là. Je me suis pas obligé à aller m'asseoir puis écrire, donc quand ça me vient, j'écris. En fait, c'est très libre. Je dirais que, parce que l'idée, c'était de me réécouter, et là, écrire, commenter, ajouter, j'ai comme je dirais pas tout que c'est, là. Je vais laisser la surprise aux gens, puis parce qu'en plus, peut-être que ça va bouger d'ici là, mais je veux dire que c'est assez libre, et moi, j'ai réécouté mon spectacle, et finalement, en écrivant, moi, mon but, c'était de faire une variation, si on veut, avec les textes du spectacle, puis pas juste les copier-coller, là, puis les offrir dans un format livre. Là. C'était vraiment d'aller revisiter et adapter. Puis, et finalement, j'ai pas commencé à écrire le spectacle. Je suis rendu déjà à 75 pages. Je suis pas encore arrivé au numéro d'introduction du spectacle. Donc là, il faut comme que je fasse un travail de réécriture. Je pense que c'est intéressant, mais c'est pas qu'est-ce que je voulais que ce soit au départ. Mais probablement qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent qui me diraient que c'est toujours ça. Là. Même quand on écrit des numéros, là, c'est souvent ça. Là, tu veux écrire quelque chose, c'est pas ça que je voulais, mais je pense que c'est pas pire. Je suis même les œuvres cultes, là, on se pourrait dire comme non, c'était pas ça du tout que c'était censé être. T'sais. Probablement souvent que c'est ça. Là. Ça tombe, le Seigneur des Anneaux, il voulait écrire une histoire d'amour de base, et au final, bon. Et je voulais pas dire que c'était une œuvre culte, je n'étais pas encore en train de faire un lien avec. Non, mais je veux dire, c'était pas ça du tout que je voulais dire. Là. Je voulais juste dire que ça devait être quand même classique, mais en tout cas, c'est ça. Fait que je suis rendu là, je ne sais pas si je suis avancé ou je suis au tout début. C'est ça, dans le fond. Vu que j'ai rendu quand même à 75 pages, mais que j'ai pas commencé qu'est-ce que je voulais commencer au final, parce que j'ai pris un long détour sans le vouloir, ben je sais pas si m'a le gardé ou m'a recommencé. Donc peut-être que je suis quand même au tiers du livre ou peut-être que je suis au tout début. Je sais pas. Ok, ben j'ai hâte de savoir ce que ça va donner au final. Mais pendant toute cette période un peu particulière, tu as quand même été fameusement créatif. J'ai vu passer une série, enfin j'ai regardé toute la série Conférence de presse. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Donc tu joues le rôle d'un relationniste de presse. Ouais, ben en gros, c'est ça, c'est des conférences de presse. Il y a différentes situations avec des artistes qui jouent leur propre rôle, dans le fond. Situations un peu malaisantes. Exemple, un scandale, mais qui est pas vraiment un scandale finalement, comme Phil Roy qui a passé à la file à l'épicerie 12 articles et moins, mais il y avait 13 articles. Des trucs comme ça. Ou bien puis je suis comme un relationniste de presse, dans le fond, qui est pas vraiment bon, mais qui est un peu attachant. Tu sais, qu'on y pardonne parce que tu te dis ouais, il s'est rendu loin malgré. Il a pas les moyens de ses ambitions, mais il est quand même arrivé à atteindre ses buts. C'est comment ça le rend attachant. Tu sais, t'es pas sûr s'il est Asperger ou quelque chose. Fait que tu sais, il met des bâtons dans les roues des gens, mais il s'en rend pas vraiment compte. Donc c'est ça. C'est quelqu'un de bien maladroit, des situations. Là. C'est des formats assez courts. C'est des vidéos de 4 minutes, plus ou moins. Il y en a 12. C'est diffusé sur TV5 Uni, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ici, j'ai regardé toute cette série que j'ai trouvé vraiment bon. Moi, j'adore le décalage de ton personnage qu'on se dit, mais comment il est arrivé là à être relationniste de presse? Il est tellement pas à sa place pour ça. Mais c'est super drôle. J'ai adoré la version politiquement correcte de Grease. Ça m'a fait beaucoup rire. Celui-là, c'est mon préféré. Je suis content que tu le mentionnes. Celui aussi avec Fabien Cloutier, je l'aime beaucoup. Ben, je les aime toutes, mais Fabien Cloutier aussi, particulièrement, je l'aimais bien. Je trouvais que la dynamique était le fun, puis je me souvenais pas
que j'avais pleuré. Ça me fait toujours rire, moi, quelqu'un qui flanche à un moment. Mais c'est ça, il y a un vrai décalage avec ton personnage qui est à l'opposé de ce que devrait être un relationniste de presse. Là, c'est tout ce qui lui passe par la tête, il va le dire. Et le décalage est vraiment drôle. Et allez, la série se moque de beaucoup de choses au niveau du politiquement correct, du sexisme. Il y a quand même des vraies choses qui sont dites en fond, mais ça reste super drôle. Celui avec Phil Roy est vraiment drôle parce que c'est tellement gros pour un article de trop au magasin, mais tout est assumé et c'est vraiment bien joué. C'est ça, c'est des vrais arguments, mais qui s'appliquent pas dans une situation aussi banale. Et en fait, tu joues dedans, t'as le rôle, un des rôles principaux. Et est-ce que tu écris aussi dessus? C'est pas mon idée initialement. Donc, on est arrivé avec cette idée-là. J'ai dit, ah ouais, c'est moi qui ai demandé de... En fait, c'est à part pour Like Moi, d'habitude, j'écris pas mal à 100% tout ce que je fais. J'ai collaboré un petit peu avec des gens des fois, mais donc, ouais, j'ai de la difficulté à faire de quoi pour retravailler le truc un petit peu ou me le mettre en bouche, là. Donc, ouais, j'ai réécrit. Il y en a 2 ou 3 que j'ai écrit la base. Il y en a que j'ai repunché dans bon français, puis d'autres que j'ai écrit la base. D'ailleurs, Grace, celle-là, j'avais écrit la base, puis c'est ça, en brainstorm, j'étais content que les dépasses, que l'équipe avait fait « Ah oui, c'est bon. » Ouais. Je trouvais qu'on reconnaissait quand même ton style, et je me disais soit c'est vraiment lui qui a écrit, soit ils ont vraiment écrit le rôle pour lui. C'était pas une audition, c'est ça. Ils l'ont écrit pour moi aussi, là. Puis des fois, il y a une différence quand même quand on essaie d'écrire des trucs. Des fois, je m'en suis fait offrir des fois des trucs. On a pensé à toi, on a écrit de quoi dans ton style, puis là, je trouve ça insultant. C'est pas mon style. Ça a déjà arrivé, là, tu sais que c'est... Puis, mais cette fois-ci, vraiment, j'ai fait « Ah non, ça, c'est vraiment dans mon ton, là. » je me souviens, le premier texte que j'ai lu, j'ai fait « Ah ouais, je peux le faire tel quel, là. » J'étais vraiment à l'aise. J'étais comme « OK, on dirait vraiment que ça aurait pu être moi qui l'ai écrit, là. » J'ai aussi vu passer, c'est la bande-annonce pour le bœuf haché ou le tempeh. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce truc que je trouve complètement fou? La bande-annonce je trouvais ça fou, mais super drôle à la fois. Ouais, ça c'est un truc que c'est moi qui ai écrit. Ça c'est mon idée, là. C'est une série... Comme il y a une genre de mise en abîme. OK, la trame narrative de base, c'est un gars qui peut pas aller en Australie parce qu'il veut pas gaspiller sa viande hachée. Il a gagné des billets pour l'Australie, puis... non, pour la Nouvelle-Zélande. J'ai modifié ça. Finalement, c'est la Nouvelle-Zélande. Puis là, il faut qu'il soit à l'aéroport dans 1 heure. Puis il fait, ah non, il faut... C'est 5 heures. Ouais, 5 heures, merci. Colin, tu me corriges sur qu'est-ce que j'ai écrit. Mais ouais, c'est ça, dans 5 heures. Donc, il y a 5 heures pour aller offrir son bœuf haché à des gens, puis là, ça crée des aventures. Mais en fait, c'est ça. C'est volontaire que ça soit faible comme trame narrative. Puis là, dans le fond, c'est l'histoire de 2 personnes qui ont fait une série sur cette histoire-là. C'est plus ça, le niveau du truc. Donc, c'est Jean-François Chagnon et moi. C'est comme si dans notre tête, on venait de créer l'œuvre de notre vie. On joue vraiment avec les conventions des films d'action. Et eux, ils sont persuadés que c'est un peu un pied de nez, c'est ça, aux artistes autoproclamés, là. Il y a des gens qu'eux, ils s'imaginent qu'ils sont des génies, puis que t'écoutes leurs trucs, tu fais, oh, ils disent qu'ils ont fait des métaphores incroyables, puis tu fais, ben non, c'est premier degré. C'est pas une métaphore, ça. Donc, c'est un peu ça, là. Mais c'est pas encore tourné, dans le fond, là. Qu'est-ce que tu as vu? C'est la bande-annonce qui était pour appliquer pour le Fonds Bell, puis pour le FIP. C'était pour comme une requête de financement que finalement on a eu. Ah, félicitations. Merci beaucoup. On n'a pas encore cédulé les dates de tournage, donc ça devrait être au courant de 2021, mais je ne sais pas encore quand. Mais en tout cas, la bande-annonce me donnait envie de voir la suite. Plus l'idée est farfelue au départ, plus j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Parce que faire une série avec ça en point de départ, je trouve ça super drôle. Enfin, la bande-annonce est drôle, donc je me dis, je veux voir la suite, quoi. Ah ben cool, merci. Bah avec plaisir. J'espère que t'es à l'aise avec le compliment parce que je suis tendance à en faire beaucoup. ouais, ben ça va, je pense. Ça marche. Et dans le podcast, ce que j'aime faire, c'est remonter le temps avec mon invité et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu étais quand tu étais petit. Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas? C'est dur à dire, je parlais pas beaucoup. J'étais vraiment excessivement timide. Pour vrai, mais je me souviens d'un match d'improvisation en 6e année que ça a quand même été révélateur parce que
on m'avait comme obligé à jouer, c'était au gymnase. Ah oui, c'est ça, le professeur d'éducation physique, il avait oublié ses clés chez lui. Puis on avait un cours d'éduc, puis il y avait pas le matériel. Dans le fond, la clé permettait d'accéder au matériel d'éduc. Et on était dans un gymnase vide. Puis là, on voulait, je sais pas, il aurait pu nous faire courir, mais finalement, il avait dit, hey, on va faire un match d'improvisation. On était obligé de le faire, puis j'étais persuadé que tout le monde riait de moi. Puis finalement, c'est là que j'ai fait, ah ouais, ok, je dois être un peu comique, je ne sais pas. Ça avait vraiment comme bien été, mais je parlais jamais en classe. J'étais vraiment timide, là. Même, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais vraiment dans ma bulle, là. Là, maintenant que je grandis puis je me connais mieux, je suis capable de reconnaître l'anxiété, là, justement. Là. J'étais un petit gars assez anxieux. Puis je déménageais beaucoup. Moi, j'ai changé énormément. J'ai changé souvent d'environnement, mais à partir que j'ai fait de l'improvisation, là, je vais être OK, bon, là, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça a pris du temps avant de le savoir. Comme que je dis, j'étais souvent seul là, chez moi, donc je communiquais même pas beaucoup. Je consommais plus de trucs, donc j'avais même pas, je savais pas, pour de vrai, j'ai aucune idée, j'avais un univers parce que vraiment là, je restais dans ma chambre très longtemps, puis à l'école je parlais pas, donc c'est dur à dire, je le sais pas. J'ai quasiment des semaines là, pour vrai que je parlais pas. Ok. Ouais, j'étais vraiment pas sociable. Est-ce que tu regardais des humoristes à la télé et tout ça ou pas beaucoup? Petit, pas tant que ça. Je pense à partir de secondaire 3 que là j'ai commencé, puis mais je regardais, je me souviens vraiment là, d'une manière très analytique. Là. Je voulais comprendre. Je voulais vraiment comprendre les numéros. Donc, j'avais des humoristes que j'aimais beaucoup, mais je n'étais pas nécessairement un fan d'humour. Mais par contre, mon beau-père, lui, il en écoutait énormément. Il écoutait vraiment beaucoup de spectacles. Donc, je me suis demandé, c'est drôle que tu poses la question, puis je me suis demandé moi-même, il y a comme une semaine ou deux, à quel moment j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis je pense que c'est lui. Lui, il s'intéressait beaucoup à l'humour. Moi, pas tant que ça, mais je m'intéressais par contre à la mécanique. Je trouvais ça vraiment intéressant, comme le rapport avec le public, la dose d'amour, le rire, la surprise, la mathématique derrière. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est ça qui est drôle. Je pense que j'aimais l'analyse. J'aimais ça vraiment analyser le truc plus que l'écouter. Ok, ah, c'est marrant. Et tu l'as dit, c'est en secondaire 1, je crois que tu découvres vraiment l'impro et que tu commences à en faire. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans l'impro? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Hey, je le sais tellement pas pour vrai, parce que pour vrai, j'avais peur, là. Je me souviens des fois. Puis même encore aujourd'hui, des fois, pour de vrai, là, c'est tellement quelque chose que c'est vraiment désagréable. Je sais pas si tu fais des fois de l'anxiété, je sais pas si tu en fais un peu ou. Un peu. C'est désagréable, là. En secondaire, par exemple, j'étais incapable de parler en public, quoi. Faire un exposé oral, c'était l'angoisse. J'en ai pleuré devant toute la classe. J'étais au titre et c'était fini, quoi. C'est ça, hein. Pour ça que j'ai de la difficulté à le savoir, parce que moi, ça me faisait ça comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Que des fois, j'avais l'impression de m'infliger ça, puis là, je me disais, mais pourquoi? Mais en même temps, peut-être que c'était pour la première fois, j'avais de la tension, mais je pense encore là, c'était le partage d'idées, d'univers. Souvent, dans la vie, on me trouvait un peu, weird, là, particulier, étrange. Moi, j'aime mieux le mot baroque. Je dis que je suis baroque. Mais moi, j'avais pas l'impression, je forçais vraiment pas le personnage, disons. Là, on a tout un personnage rendu sur scène, on s'exagère, mais j'exagérais pas. Puis quand j'étais dans la vie, ce personnage-là, on dirait que j'avais de la difficulté quand je me forçais à parler, quand j'essayais de socialiser, c'était difficile pour moi. Les sujets que j'apportais, on dirait qu'ils étaient refusés ou les gens étaient récalcitrants, ils étaient pas certains de comment me prendre. Mais là, quand j'arrivais sur scène, ça devenait intéressant comme personnage, ça devenait rigolo. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu continuer. Parce que pour de vrai, des fois, je m'infligeais, j'avais vraiment peur puis c'était comme flipper un 25 sous. Des fois, là, j'étais super confortable et j'allais être performant et ça allait super bien fonctionner. Mais là, l'autre match d'après, je pouvais tout le match. Je me souviens, j'étais dans l'équipe de tournoi de mon école, donc j'avais quand même un certain succès. Mais il y avait des matchs, là, complètement. Je m'assoyais sur le banc, il fallait que je reste là. J'arrivais sur scène, je savais pas quoi faire. Je savais pas à ce moment-là, c'était pas populaire comme populaire, c'est pas le bon mot, là, mais connu comme trouble, l'anxiété. Donc, moi, je savais pas. Les gens autour
savait pas. Donc, ils comprenaient pas comment ça que des fois, j'étais vraiment pas bon et d'autres fois, j'avais une bonne répartie. Puis là, j'avais un univers puis j'étais bon. Mais t'es quel type d'improvisateur? T'aimais bien puncher? T'aimais bien construire? T'aimais bien... Je pense que, ouais, j'aimais plus clairement puncher. C'était là aussi ma facilité. Je pense que c'est venu plus au cégep que là, j'aimais les histoires. J'aimais vraiment comme les vagues de rire, là. Je me souviens vraiment que ça, peut-être que c'était synonyme, comme que je disais, d'acceptation, là. Je me souviens vraiment que ça me faisait du bien. Puis là, soudainement, les gens à l'école, ils me parlaient. Donc, j'étais vraiment un puncher pour ça. Parce que je me souviens que c'était, à partir de secondaire 3, c'était hyper populaire là, à l'improvisation. Moi, j'en ai fait secondaire 1 et 2 à Lévis. Là, c'était dans un petit local, donc je me faisais des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi. Je découvrais d'autres gens qui pouvaient être un petit peu en marge. Puis là, je disais, OK, c'est cool, je me reconnais en eux. Mais quand je suis arrivé à Granby, il y avait 500 personnes par mercredi qui venaient nous voir. Ça, pour moi, j'ai OK, donc là, les gens dans les corridors me parlaient, puis les gens savaient mon nom, ils savaient j'étais qui. Puis là, pour moi, c'était totalement nouveau. Là, j'avais tout le temps été la personne à part, un peu étrange. Là. Donc là, vu qu'il y avait 500 personnes, ben, là, d'entendre des rires. Donc, tu deviens un peu accro à ça. Donc là, j'étais devenu vraiment un joueur plus puncher. Là. Je mettais de côté un peu les autres facettes de l'impro. Là, ouais. J'étais un peu cabotin. Si tu devais recevoir une faute, ça aurait été cabotinage, quoi. Ben, je pense que oui, je jouais pour moi. T'sais. À ce moment-là, j'étais pas tant que ça un joueur d'équipe, je jouais vraiment pour moi. Si tu devais choisir une catégorie préférée en impro, ça serait quoi? Ben, justement, c'était les solos. J'adorais vraiment les solos parce que ça me permettait de... Souvent, c'est quelque chose qui était plus près, justement, du stand-up. J'étais pas encore en train de jouer une histoire. J'étais pas en train de faire un personnage qui vivait un péripétie. Je parlais. Donc, je pense que c'était les catégories. Mais c'est venu plus tard, là, je dis secondaire 3, 4, je pense, là, en 5. J'ai découvert, parce que je respectais vraiment les autres joueurs pour de vrai. Donc, c'était pas volontaire que je jouais pour moi, mais c'était un petit peu ma béquille puis mon réflexe. Mais par la suite, ouais, là, j'ai commencé à vraiment aimer ça, la créer plus. Mais ouais, je dirais, par exemple, secondaire 3, c'était ça. Puis secondaire 5, cégep, quand là, j'ai commencé à jouer vraiment plus en équipe, j'aimais beaucoup, c'était quoi déjà le nom de l'impro que j'aimais beaucoup? Je me souviens plus du nom, là, mais c'est, tu refais la même improvisation, mais dans un autre univers, là. Exercice de style. Ouais, je pense que c'est ça. Tu viens de faire une impro qu'il n'y avait pas de balise, là, pas de. Puis là, ils disent refaites-la, puis refaites-la, puis vous êtes tous des divans. Ou refaites-la, vous êtes dans l'espace, refaites-la, vous parlez anglais. Ça, j'aimais vraiment ça. Ou à la manière de Molière. C'est celle que je donne à chaque fois dans le podcast, parce que dès que je reçois un improvisateur, j'aime bien lui poser la question. Ça m'éclate parce qu'on peut partir sur tellement de choses, et c'est assez facile de faire des blagues aussi, ce qui est aussi mon point d'accroche avec l'impro, c'est de vouloir faire rire les gens. Donc c'est une catégorie qui s'y prête assez facilement quand même. Ouais, exact, ben oui. Puis aussi même, moi je me souviens, c'était la catégorie qui m'a amené à vouloir consommer plus de culture. Parce que je me souviens qu'une fois, quand j'étais jeune, il y avait une catégorie que je ne savais pas, puis j'ai fait semblant de savoir c'était quoi. Je pense que c'était à la manière genre de Orson Welles. J'avais aucune idée. Puis là, j'étais gêné en dedans de moi. J'étais, mon Dieu, je sais pas ça. J'avais peut-être 17 ans, là, puis je me souviens qu'à partir de là, je me suis dit, OK, il faut que je connaisse plus de choses. Mais j'ai aussi entendu une histoire, c'est que tu racontais que, je crois que c'est ton deuxième match à Green Bay, c'est qu'on te donne une catégorie stand-up, mais tu sais pas c'est quoi le stand-up. On te l'explique vite fait comme ça, et après tu fais, je vais le faire. Et après, t'as été chercher tout ce qui était stand-up, t'as été te renseigner un petit peu là-dessus, que tu connaissais pas. Ouais, en plus, c'est drôle, je sais pas si tu connais l'artiste Violette Pie. Non, je connais pas. Non, c'est un chanteur, son vrai nom, c'est Carl Gagnon. J'aime beaucoup ce qu'il fait, puis c'était mon capitaine d'impro à ce moment-là, puis c'est lui qui m'a expliqué c'était quoi du stand-up, puis que lui, à l'époque, il aimait, je pense qu'il en consommait du stand-up, puis là, il disait, moi y aller. Puis je disais que c'était comique parce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est un chanteur, hein. Mais ouais, il disait, moi y aller. C'était mon capitaine, il était comme, puis le premier match d'impro, justement, j'avais complètement gelé. La semaine avant, là, j'étais la risée de l'école. J'avais fait une seule impro, puis je pense que j'avais rien dit. On me parlait, j'avais rien dit, puis j'avais été me rasseoir. Oh mon Dieu, il est vraiment pas bon, lui, comment c'est qu'il a été sélectionné. Et là, justement, j'avais pas encore joué. C'est la 3-4e impro du match. Là, j'ai dit, c'est quoi stand-up? Parce qu'il disait, moi, y aller. Puis là, il me dit, ben, c'est un impro toute seule. Faut que tu fasses comme un humoriste. Tu as un micro, puis tu comptes des anecdotes, disons. J'ai dit, OK, je veux y aller. Mais lui, il avait vu que je choquais de dire, ben non, tu peux pas y aller. T'es le gars qui parle pas. Et là,
Puis là, finalement, c'est la première impro que j'ai fait que ça a vraiment bien été. Mais c'est drôle parce que j'ai pas conté une anecdote. Sans le savoir, j'ai parodié c'était quoi du stand-up. Parce qu'il m'avait dit c'est comme des anecdotes, puis je comptais des anecdotes, mais tu sais, des anecdotes vraiment pas bonnes qui duraient 1 seconde. Puis c'est devenu comme une parodie. Puis maintenant, c'est tellement mon style là, de trouver quelque chose qu'on fait habituellement en humour, puis là, le refaire, mais d'une manière qui se fait pas en ne respectant pas les conventions. Là, puis t'as un peu de parodie, c'est vraiment à moi. Là. Puis par la suite, moi, j'étais curieux, là, j'ai commencé à en écouter. Mais je pense qu'un des premiers artistes qui est vraiment venu te chercher en stand-up, c'est Frankie. Qu'est-ce qui te plaisait chez lui? J'avais jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui faisait une ligne puis qui changeait complètement de sujet. Les lignes, je les trouvais parce que je suis pas un gars, je respecte les gens qui font ça vraiment, là, mais moi ça m'interpelle pas quand on parle du quotidien, je sais pas, il y a de quoi qui me parle pas du tout, puis du moins au Québec, c'est très répandu, puis c'est qu'est-ce qui est très populaire comme style d'humour, faut se reconnaître. Ouais, chez nous aussi. Ah ouais, hein? Puis moi j'ai de la difficulté à ça vient pas te chercher, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai de la difficulté quand je comprends pourquoi ça fonctionne beaucoup, mais quand j'écoutais des humoristes, moi, ça me parlait pas quand, OK, ça rit fort parce que les gens se reconnaissent dans cette situation-là. Mais j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé quand il y avait une bulle, quelque chose de très créatif, que la personne a vraiment sorti de son imaginaire. Ça, je retrouvais pas vraiment ça chez les humoristes, du moins quand j'en consommais pas beaucoup. C'était pas très populaire, c'était beaucoup axé sur qu'est-ce qui passe dans le moment, dire un discours assez populiste, dire qu'est-ce que les gens en général pensent. Donc, pour se faire aimer, pour recevoir de l'amour, on dit qu'est-ce que les gens veulent entendre plutôt que de dire exactement qu'est-ce qu'on pense. Donc, j'avais beaucoup de difficultés. Puis même étant jeune, je remarquais cette tendance-là. Puis là, quand Frankie est arrivé, je me crime, c'est bien cool. Puis là, il y avait des lignes que je trouvais vraiment brillantes. Puis comme que je dis, j'aimais vraiment analyser. Puis là, je trouvais que c'était construit comme des énigmes. Que souvent, les autres humoristes, j'entendais, c'était beaucoup OK, il y a une chute là, la variation de ton fait rire. On n'est pas nécessairement surpris par le raisonnement, mais on est surpris parce qu'on pensait pas qu'il allait faire de la digression à ce moment-là. Il dépasse une ligne de l'acceptable, genre, il fait une anecdote sur sa mère, hop, il la traite de conne. Donc, le rire est là. Puis moi, ça me faisait pas vraiment rire. Parce que je me disais, je comprends le rire du public parce qu'il y a une digression, puis il vient de traiter sa mère de conne. Mais moi, j'étais comme, OK, il n'y a pas de gymnastique pour moi mentale, il n'y a pas eu. Et là, quand est arrivé Frankie, j'ai fait, OK, il y a une information là. Puis là, il y a quelque chose qui surprend là, mais il manque une information pour comprendre. Puis là, tu fais le petit effort intellectuel, puis là, il y a un rire qui récompense ta réflexion. Puis là, c'est la première fois que je voyais cette mécanique-là d'humour. Puis là, j'ai fait, OK, ça me parle 1000 fois plus. À chaque ligne, en plus, c'est un univers complètement différent. Je me souviens, c'était au Grand Rire, la première fois que je l'avais vu, il y avait une ligne sur Jésus, après ça, une ligne sur un serpent. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Donc, j'aimais ça parce que je trouvais qu'il y avait plus de logique que dans beaucoup d'autres numéros que j'avais vus. Entre les lignes, entre les segments, il y avait moins de logique que j'avais vu. Cette dichotomie-là, ça m'interpellait vraiment beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Chaque ligne est un peu un univers, comme si on ouvrait une porte sur un truc imaginaire et après on va ouvrir une autre porte. Je trouve ça vraiment bon, mais c'est un style qui peut s'apparenter parfois à ça aussi. Ben ouais, c'est ça. Ben même au début, moi, je me suis dit, je peux pas faire d'humour parce que c'est ça que j'aurais voulu faire, des liners. Puis là, quand j'ai découvert après ça, j'ai fait, OK, c'est un style qui existe, c'est juste ça n'existe pas vraiment au Québec. Après ça, j'ai découvert Stephen Wright, j'ai découvert Dimitri Martin, Mitch Hedberg. J'ai fait, OK, c'est un style quand même répandu, mais au Québec, ça n'existe pas. Puis là, j'ai fait, OK, mais si j'ai pas le même style de liner, c'est bien correct. Je fais moins, par exemple, je fais pas juste, moi, des liners, là. Au début, je faisais que ça. À un moment donné, j'ai fait plus, j'aime ça aussi extrapoler et j'aime jouer, là. Donc, mais même Frankie, là, à un moment donné, c'est dur, de faire 1h30 que de liner, là. Mais ouais, c'est ça. Puis quand j'ai commencé à le faire, mais nos liners, je pense qu'on a vraiment notre univers à nous deux, là. C'est complètement différent. Oui, bien sûr, mais je voulais dire dans le côté créatif et on ouvre sur une idée et après on va en ouvrir sur une autre, mais à chaque fois c'est un univers en particulier et une idée qu'on développe plus qu'une situation, je veux dire. Et je fais une petite parenthèse, mais ce que je trouvais vraiment chouette, c'est que quand j'ai fait mes recherches, je vois que tu dis que le premier qui t'a un peu touché, c'est Frankie, et je vois que t'es dans le roast battle où tu dois le roaster sur scène. Je trouvais ça super drôle. J'ai eu les deux infos en même temps. Je me dis, ça doit être super chouette d'être sur scène et de roaster une personne qu'on adore et qu'on admire depuis des années, quoi. Ouais, oui, c'est cool. En fait, c'est sûr, la première fois que j'ai fait un show avec Frankie, là,
là, j'étais vraiment starstruck, là. J'étais comme, oh, mon Dieu, j'en avais parlé, puis il est plus vieux que moi aussi, là. Donc, la première rencontre était super agréable. Au Rose, c'est sûr que tu penses tellement à plein d'affaires, puis t'as peur. En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais juste peur d'être blessé. Donc, tu penses pas tant que ça. C'était comment, mon Dieu, moi, dessus. Ouais, c'est pas tant que ça pour moi, les Rose, hein. Mais ça, c'est pas, en fait, non, c'est pas vrai. J'aime le Rose, mais l'aspect compétitif, je l'aime pas. Donc, peu importe que ce soit un roast ou whatever, je pense que cet aspect-là, oui, c'est le fun, mais j'aurais aimé mieux si Frankie était là, assis, puis là, je le roast. Ou le contraire. Ah, comme dans Prière d'envoyer des fleurs un peu. Ouais, exact. Il y a comme une notion de, hey, mon but, c'est de te faire rire. Là, dans un contexte de compétition, c'est, hey, mon but, c'est quand même de te démolir pour vrai, pour que les gens rient, votent pour moi, puis que je gagne. Ça, j'avais vraiment plus de difficultés. Je me retrouvais pas là-dedans. Je trouvais ça marrant de me dire, Ouais. t'es sur la même scène et comme tu dis, le rencontrer en vrai, enfin rencontrer ceux qu'on admire en jeunesse, c'est quelque chose de particulier. Ensuite, à 15 ans, t'avais écrit quelques liners que t'avais notés en faisant de l'impro et tu fais ta première scène. Tu fais un concours d'humour à Cowansville et tu remportes le concours. J'ai envie de savoir comment tu étais avant cette scène, pendant cette scène et après cette scène. Comment était ton état d'esprit? J'étais vraiment nerveux, mais en plus, c'est un Mike à Cowansville, c'est un restaurant. Je rentre là, je suis pas en état de spectacle, c'est pas comme... Puis vu que je faisais de l'improvisation, je vivais quand même, chaque mercredi, c'était quoi le thrill de monter sur une scène puis être dans des loges, de jouer dans un auditorium, mais là, de rentrer dans un mic pour aller faire ton premier stand-up, il y a quelque chose qui est... je pensais pas que ça allait se passer de même ma première fois. En même temps, c'est rare que les premières fois sont géniales. Mais puis là, j'étais vraiment nerveux parce que je suis arrivé puis tout le monde avait de l'expérience. Puis juste, j'avais mon texte, moi, sur papier. Je me souviens qu'il y a un autre humoriste qui me dit t'as pas justifié ton texte. Là, j'avais même pas c'était quoi justifier son texte. Là, finalement, j'ai comme OK, c'est juste de le mettre dans le milieu. Là, tu sais, c'est sur Word, là, justifier son texte, c'est juste mettre dans le milieu. De le centrer. C'est ça, mais moi, j'ai été à côté puis j'ai commencé à justifier mes jokes. J'ai commencé à faire pourquoi je l'ai fait. Puis là, j'écrivais parce que j'étais épris de stress. Puis là, je me disais, Colin, il faut justifier mes jokes. Ça veut dire que moi, je pensais que les juges allaient regarder pourquoi on faisait ces jokes-là après. Fait que là, je me suis mis à tout justifier mes jokes. Puis là, j'étais nerveux. En tout cas, puis arrivé. En plus, c'est que c'était tous des adultes de 30 ans, 40 ans, moi j'ai 15 ans, je suis comme, oh, mon Dieu, je leur parle, tu sais, qu'est-ce que moi leur dire? Je vais pas les interpeller. En même temps, c'est ça, finalement, je parle jamais de mon quotidien, autant comme adulte que déjà enfant. Fait que ça, je pense, ça m'a quand même sauvé, parce que tu sais, je parlais pas de l'école secondaire, là, c'était des jokes, genre, je pense que c'était sur les canards, sur les il y avait plein de liners par rapport. Donc, avant, j'étais excessivement nerveux puis impressionné par les autres. En plus, tu sais, des humoristes de 20-25 ans, ils ont comme une attitude de bar. Il y a beaucoup d'attitudes dans l'humour, hein, les humoristes qui font beaucoup de bar, là, il y a quand même une attitude de je suis cool, surtout quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, donc c'était encore pire quand j'avais 15 ans, la première fois que j'en ai rencontré, là, c'était du monde beaucoup d'ego. Il y avait beaucoup d'ego. Donc, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Puis cette fausse confiance-là, quand t'es jeune, tu comprends pas que c'est de la fausse confiance. Mais tu fais, mon Dieu, ils sont bien confiants. Pendant, je me suis amusé parce que j'ai eu un premier rire quand même assez rapidement. Donc là, j'ai dit, OK, c'est bien. Et là, après, quand j'ai entendu, là, je pense qu'on était 7 humoristes, il y en avait 5 qui faisaient des gros gags gras, là. C'était vraiment de l'humour de bar. Ça riait fort. L'humour salace, ça fonctionne, là, je veux dire. Donc, j'étais pas impressionné, mais j'étais impressionné par le volume de rire. Dans l'écriture, non, mais j'étais comme, ben là. Puis finalement, quand j'ai gagné, j'étais vraiment... En fait, j'étais pas tant content, je me disais, peut-être j'ai gagné juste parce que j'ai 15 ans. OK, oui. Là, je suis parti, j'ai fait, OK, au moins ça arrive. Mais la victoire, par exemple, pour moi, ça représentait rien. C'est même pour ça que j'en ai pas refait jusqu'à mes 18. J'ai fait, là, m'attendre d'être un adulte, je veux pas gagner parce que je suis jeune. C'est drôle, hein? J'ai arrêté parce que j'ai gagné. OK, ouais, t'avais un petit côté insécure là-dessus, quoi. Je voulais pas être le petit gars cute. Il est jeune, puis il fait de l'humour, donc on va l'encourager.
Ça a fait la même affaire. C'est pour ça qu'en route aussi, j'avais jamais parlé que j'étais un père jeune. Tu sais, j'avais 18 ans puis je venais d'avoir mon garçon. Puis je voulais pas en parler. J'ai jamais voulu être pris par pitié ou trop encouragé par rapport à ma réalité plutôt que juste par rapport à mon style. Alors après ce concours, tu dis t'attends 2 ans avant de refaire de la scène. Comme tu l'as dit, tu deviens père à 18 ans. Tu commences à travailler dans une épicerie. T'as pas trop de... Je résume pour avancer. Mais t'as pas trop de lieux pour loger. Et là, tu rencontres en impro, c'est Sam Tétrault qui va te loger, qui va vraiment t'aider et qui, ça n'a rien à voir, est excessivement drôle dans la série Les Prodiges. Il me fait mourir de rire. Je le place au passage. Comment ça se passe cette rencontre et qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est ça, je l'ai rencontré pendant un match d'impro. Puis après le match, à l'époque, j'habitais chez un ami à Granby, mais j'avais pas de domicile fixe. C'était vraiment un peu... c'était comme une période bien floue. Je savais pas qu'est-ce que je devais faire. J'étais bien perdu là-dedans. Et là, après le match, je parle un peu avec le monde. Puis là, je prends une bière, 2 bières. Puis à un moment donné, le monde de Granby s'en vont. Parce qu'on jouait Granby contre Saint-Hyacinthe. On était à Saint-Hyacinthe. Puis là, moi, je sais pas, je fais « Ah, m'en rester ici, moi. » J'avais pas de plan. Puis là, mes amis de Granby, ils font « OK, pas de trouble, tu sais, bonne soirée, mais j'ai pas de voiture, j'ai même pas de permis de conduire. » Puis là, à un moment donné, comme 1 heure et demie plus tard, je réalise que, où c'est que m'a dormi, moi, à Saint-Hyacinthe, puis j'ai pas d'argent, je peux pas aller à l'hôtel, là, vraiment, j'avais aucun argent. Puis là, en parlant, je veux juste dire, hey, pensez-vous, il y a touché quelqu'un, je pourrais dormir. Puis là, Sam me fait, bah ouais, moi. Puis là, on s'est pas parlé tant que ça de la soirée, on s'est mis à se parler, puis finalement, j'ai été chez lui. Puis je pense qu'on a passé une première journée ensemble, passé la journée, on a jasé, c'était le fun. Finalement, il a pas été assez court au cégep, parce qu'on avait du fun. Puis là, on a passé la soirée ensemble. Je dis, bah ouais, redors ici ce soir. Puis là, le lendemain, j'ai dit, hey, moi, je vais aller à Montréal, tu sais, j'aimerais ça faire du stand-up. Puis vraiment, lui, il a fait, ah moi aussi. OK, je lâche le cégep, on se trouve un appart, puis on déménage ensemble. Vraiment, là, ça faisait une journée qu'on se connaissait. Puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Il a pris sa voiture, on est monté à Montréal, on a visité des appartements. Vraiment, là, on a regardé les appartements qu'on voyait à l'eau et là, une pancarte. On a appelé, on est arrivé dans un appartement dans Villeray. Puis le propriétaire, il a fait, bah ouais, c'était à vous autres. On a fait, OK, parfait. Donc, il a été vraiment fin parce que même il a avancé le premier mois de loyer. Moi, j'avais rien pantoute. J'ai été vraiment chanceux. J'ai été porté un seul CV. Je suis rentré dans une épicerie. Puis j'ai dit, le monsieur, il a même pas regardé mon CV. Il a dit, quand est-ce que tu es prêt à travailler? Je dit, quand vous voulez. Il a dit, là. Je fait, OK. J'ai commencé à travailler. Tu sais, Sam, il pensait que ça faisait 8 heures. J'allais porter des CV. Je suis revenu. Il a fait, puis, ça a bien été? Je fait, ouais, j'ai travaillé. Ça s'est vraiment déroulé. On aurait dit un sitcom, là. Ça se pouvait pas. Puis Sam et moi, on a commencé à faire de l'humour à ce moment-là, les deux aussi. OK. Quand t'as commencé à faire de l'humour, tu faisais en duo ou t'as d'abord fait un peu tout seul? Ouais, non. En fait, j'avais commencé, j'en faisais sporadiquement un peu tout seul. J'en faisais principalement avec Benjamin Johannis. On avait un duo qui s'appelait Backseat Fire. On faisait justement des liners. Moi, j'aimais bien le concept, là. On était, dans le fond, un duo, mais qui parlait pas. Donc, on faisait des liners chacun de notre bord. Il n'y avait pas de lien entre nos trucs, à part quelques fois, puis on faisait des tunes à la fin. Mais il y avait vraiment une absence d'interaction que tu disais pourquoi ces deux gars-là sont en duo. Et moi, pour vrai, je trouvais ça vraiment... Encore aujourd'hui, je me dis que c'est un bon concept. Je trouve ça le fun, ça. À fond, je trouve ça drôle. Le concept d'un duo, mais qui travaille pas ensemble, je trouve ça marrant déjà de base. T'avais les chansons avec « Il y a un scorpion dans mon yogourt ». Ouais, ça, c'est nos finales. On finissait tout le temps par une toune. Puis là, pendant la toune, on avait « Il y a un scorpion dans mon yogourt », c'est une de nos tounes, ouais. Rien que ça me fait déjà rire. Donc. Et après, en 2010, tu t'es inscrit pour la première fois à l'émission En route vers mon premier gala. Et pour l'audition, normalement, vous deviez la faire à 2, mais lui, il sait pas être là. Et tu fais l'audition tout seul. Ça le stressait, en fait, Ben. D'ailleurs, c'est un des meilleurs joueurs d'impro que j'ai vu. Là. Il est vraiment bon. Mais je sais pas pourquoi l'humour, ça le stressait. C'est drôle parce qu'en impro, tu te dis, je vais aller faire un sketch, je suis pas obligé de faire rire. Mais ça finit toujours par faire rire. Mais je sais pas si la pression, la tyrannie du rire lui faisait peur. J'avoue que même moi, des fois, ça me fait peur. Là, tu me demandais, hey, je vais revenir sur ta première question. Je pense que c'est ça que j'aime des podcasts. Pour vrai, c'est le fait que je me sens pas obligé d'être comique. On peut juste
jaser, puis je trouve ça le fun s'il y a des gens qui, dans ce que je dis, ils font « Ah, ben ça fait du sens » ou qui me réécrivent puis qu'on peut échanger sur le truc que j'ai parlé ou qui m'apprennent des trucs sur qu'est-ce que j'ai parlé, ben je fais « Ben pourquoi pas ». Fait que c'est des vrais échanges. J'aime plus ça qu'à aller sur un talk show avec des questions, mais que je sais que le sous-texte de la question, c'est « punch ». Vas-y, punch. Puis on finit tout le temps par... Ben, pas tout le temps, mais en général, ça tombe souvent dans la facilité parce qu'il y a tellement le stress de il faut que je fasse rire vite que je trouve pas que ça donne des échanges, selon moi, intéressants. Fait que le podcast, j'aime ça pour cette raison-là. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ma réponse, peut-être qu'au montage. Tu vas me passer au début. Je suis pas si bon que ça en montage. Ouais, c'est ça. Ben ça le stressait là. Tu sais, là, je l'en venais. Je pense que ça le stressait qu'il y ait des gens qui attendent. OK, fais-moi rire. Il est vraiment bon pour faire rire, mais quand les gens s'attendent pas à ça, là, il n'y a pas de stress, il y a plus de poids sur les épaules, puis il est super bon. Mais je pense que de voir qu'il y avait des gens qui attendaient à ce qu'on les fasse rire, ça le rendait excessivement nerveux. C'est ça, il a fait, hey, moi, j'irai pas, désolé. Puis j'ai fait, OK, ben, je peux te prendre notre matériel. Puis il a fait, ouais, c'est bon. Fait que finalement, j'ai été toute seule, mais ouais, c'était des numéros du duo. Mais en fait, c'est ça l'affaire. C'était 2 numéros solo qu'on faisait en duo dans le fond, donc j'ai juste pris nos liners puis je les ai faits seuls. Mais la première fois que tu t'inscris en 2010, tu vas jusque la finale, puis tu te réinscris l'année d'après, et cette fois-ci tu gagnes le concours. Qu'est-ce que tu penses qui avait changé entre les 2 saisons, et qu'est-ce qui a fait que la deuxième fois, c'est toi qui as gagné? Hey, en fait, moi, je suis tellement content de ne pas avoir gagné pour vrai en 2010, là, parce que je venais de commencer, pour vrai, je faisais pas encore de bar, je faisais rien. Et tu sais, vraiment, de temps à autre, là, je faisais un spectacle par mois, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais déjà rendu trop loin. Ça me stressait vraiment. J'étais comme, OK, il faut que j'écrive du matériel. Puis là, j'arrivais avec du matériel que j'avais jamais testé nulle part. Puis là, c'était directement à la télé. Quand je suis arrivé en finale, je me souviens que mon numéro, j'étais il est-tu bon, il est-tu pas bon? J'avais aucune idée. Là, j'étais terrifié d'aller faire un gala. Mais je me dis, c'est intéressant, par exemple, parce que je suis en train de me faire découvrir un public qui aime l'humour différent. Mais j'étais déjà conscient que dans un gala juste pour rire, c'est plus un public, c'est le grand public. Puis je me disais, si je m'en vais sur un gala-là, je suis persuadé que je me plante. Puis je voulais pas y aller. Donc j'étais vraiment content de ne pas avoir gagné parce que je me disais, je pense que pour le moment, je plais au public dans la route vers mon premier gala. Puis je reconnaissais aussi, j'avais l'impression que les juges penchaient plus pour le potentiel de quelqu'un versus quelqu'un qui est déjà abouti. Donc, j'avais l'impression vraiment que je me suis rendu loin pour mon potentiel puis pour ma démarche qui clashait avec les autres, mais pas nécessairement parce que j'étais prêt à faire un gala. Fait que j'étais content. Puis en 2011, justement, ben là, le fait que je m'étais rendu en finale, j'ai pu faire beaucoup de spectacles. Et là, j'ai l'impression déjà de un peu mieux maîtriser mon style, d'être plus conscient. Tu sais, je m'étais vu à la télé, j'étais OK, c'est ça qu'on voit de moi. Puis là, je pouvais modifier des éléments, des trucs. OK, ça, j'aime pas ça, j'aime ça. Moi, jouer là-dessus. Donc, en 2011, là, je me sentais plus prêt. Moi, c'est dans En route vers mon premier gala que je t'ai découvert. Il y a la blague du centaure qui est une de mes blagues préférées à vie. J'adore cette blague. Elle m'a éclaté. Je la voyais juste tellement pas venir. La prémisse me fait rire. Je ris et le centaure m'achève à la fin. Allez voir ça, tout est disponible sur YouTube, je vais pas piquer toutes les vannes. Là, tout le passage avec le toaster me fait rire parce que je trouvais que c'était tellement à part de tous les autres, même s'il me faisait rire, je trouvais que d'office tu ressortais c'est plus créatif et c'est différent. Ça n'enlève pas que c'est pas efficace et que c'est pas bon et que ça me fait pas rire aussi, mais c'était d'office séparé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, mais... C'est quoi ta question, excuse? Il n'y a pas vraiment de question, c'était juste plus que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu faisais dans l'émission et c'était là que je t'avais découvert, je trouvais ça super bon. C'était plus pour voir si tu comprenais ce que je voulais dire. Non, mais dans le fond, c'est parce que j'essaie de comprendre le propos que tu veux dire, c'est que vu que c'était en marge, tu as aimé ça, mais tu disais que vu que c'était différent, t'étais pas sûr que ça allait toucher le public, c'est ça que tu veux dire? Non, vu que c'était différent, ça m'a marqué plus. En fait. OK. Tu ressortais un peu du lot, mais ça veut pas dire que les autres étaient moins bons spécialement, mais c'est juste que ça m'a marqué plus dans ce sens-là. Des fois, quand tu commences à écrire et que tu consommes beaucoup d'humour, tu sais voir un peu où ça va arriver. Ouais. Et là, pas du tout. Souvent, il y a des humoristes, tu te dis, j'aimerais bien avoir écrit ce qu'il a fait. Toi, je me dis, j'aurais jamais su écrire ce qu'il a. C'est gentil.
OK, ouais, je comprends mieux que tu disais, OK. Ben merci, c'est gentil. J'essaie de me surprendre moi-même aussi, là. Comme que je dis, j'en ai écouté puis j'ai analysé, donc pas dans le sens que les autres le font pas, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que c'était tellement ça mon plaisir que je pense que c'est un couteau à double tranchant, là. C'est-à-dire que des fois, c'est correct de tomber un peu dans la mécanique, puis moi, j'ai de la misère à le faire, mais c'est sûr que pas tout le monde qui consomme de l'humour autant. C'est pas tout le monde qui. Il y en a. En fait, il y a des gens qui veulent consommer de l'humour, ils disent moi, je veux rire. Des gens qui veulent juste rire, ben, c'est sûr qu'ils comprendront pas l'humour de la même manière, mais je suis content d'entendre ça, que tu dis moi, j'en ai consommé beaucoup, puis ça m'a surpris. Ben, tu sais, c'est ça que pour moi, c'est un beau compliment parce que c'est quand même ça que j'essaie de faire quelque part. Mais ce que tu me dis là, peut-être quelqu'un, par exemple, la personne fait juste moi, je veux rire, c'est tout. Ben, elle comprendra même pas parce que des fois, c'est une parodie, tu sais, ça devient encore plus comique parce que je comprends pas pourquoi il me parle de ça. Puis l'autre personne va faire, c'est pas drôle parce que pourquoi qu'il me parle de ça. Donc, quand même, c'est une technicalité parce que ça devient, j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Puis l'autre personne de l'autre bord fait, j'aime ça parce que justement, c'est différent. Fait que C'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans ton style, c'est que je vois pas venir les vannes. Chaque fois, ça m'amène quelque part où je serais pas allé. Et donc ça j'aime beaucoup parce que je me dis je suis pas capable. C'est pas du tout pas dans le sens fausse modestie que je suis mauvais, mais dans le sens c'est juste pas comment mon cerveau fonctionne. Et donc ça m'éclate. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et toi, comment t'as vécu le succès que t'as eu grâce à cette émission et le fait de gagner En route vers mon premier gala? Je suis tellement pas quelqu'un qui vit dans ma tête un succès longtemps, là. Ben, ça, c'est un peu un problème en même temps, là. Des fois, j'ai de la difficulté à me valoriser et à accepter les succès que j'ai. Puis là, je fais, c'est un concours de circonstances. Puis je me dis, OK, c'est fini. Maintenant, passe à autre chose. Tu sais, je pensais déjà au gala. Puis là, je pensais déjà à là maintenant. Mais aussi, dans ma situation à moi, je me disais, OK, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, je voulais que ça soit ma carrière, je voulais que ça soit mon gagne-pain. Donc là, je me dis, OK, là, tu peux pas t'asseoir là-dessus, là. C'est quoi la prochaine étape? On s'en fout de ça. Donc j'ai vraiment pas en fait, j'en ai même pas profité, je pense, une demi-seconde. J'étais déjà en train de me questionner, puis en train de me dire, moi, tu es capable là, d'être bon gars là, qu'est-ce que je fais comme numéro? En même temps, c'est pas mal. J'ai de la difficulté à profiter. En même temps, ça fait en sorte que tu sais, je veux toujours créer du nouveau. Puis c'est ça, mon trip, moi, c'est pas d'avoir des succès puis me faire voir. C'est juste créer des trucs que personnellement je trouve intéressants. Mais est-ce que quand ça se passe mal, tu le vis vraiment mal ou c'est aussi, tu restes assez neutre? Non, j'ai de la difficulté aussi ça dépend des fois, ça dépend de mon état d'esprit encore là. Mais ouais, j'avoue que je suis quand même hyper sensible. Donc, mais je te dirais que qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, j'avais écouté ton podcast l'autre jour avec Simon Gouache, ça m'a vraiment touché qu'est-ce qu'il a dit. Je pense que ça, c'est des trucs que moi, ça, c'est plus important que les succès. Avoir un commentaire, tu sais ce que tu me dis, tu me disais encore là, ça c'est ma réponse à ta question de tantôt. Tu me demandais si je prends bien les compliments, ben ça me fait vraiment du bien. Moi, plus me souvenir de ça que n'importe quel succès j'ai eu. Peut-être que tu vas me dire comme ton gala juste pour rire en telle année, c'est quoi déjà j'avais fait, mais moi me souvenir de qu'est-ce que tu m'as dit au podcast. Hein. OK. Donc ouais. Je pense que quand j'ai du respect pour quelqu'un, ça vient encore plus me chercher profondément, ça me fait vraiment plaisir, ça me rend émotif plus que juste le public en général. Mais j'aime le public là. Mais c'est le rire d'un humoriste et de se rendre compte que tu as fait rire à quelqu'un comme Simon Gouache qui consomme énormément d'humour, ça fait plaisir aussi, je pense. Oui, mais pas juste un humoriste. C'est que j'aime le contact individuel. C'est même pas, okay. Ça n'a même pas rapport avec recevoir un message bien rédigé de quelqu'un qui me dit « Hey, ça m'a vraiment parlé », ça me fait plus plaisir que le public en tant que tel dans la salle qui a ri. Parce que faire rire le public, pour moi, c'est ma fonction. Donc, j'arrive sur scène puis je me dis « Ah, c'est cool, mission accomplie, c'est ça que je devais faire. » Mais quand quelqu'un me dit « Hey, tel truc, ça m'a vraiment parlé, ça m'a fait du bien » ou qu'il me dise « Ah, je suis pas, fan d'humour, toi, j'ai aimé ça », ben ça vient me chercher. Ça n'a pas rapport avec que ce soit un humoriste ou pas. Ça a juste rapport que ça devient un individu qui existe et pas un groupe de personnes. Parce que quand tu es sur scène, à un moment donné, c'est un métier qui s'apprend, là. Faire plaisir à une foule, ça s'apprend. Puis à un moment donné, tu
pas n'importe qui, il y a des gens qui sont prédisposés à mieux le faire que d'autres, mais ça reste quand même qu'à un moment donné, tu vas prendre tes aises, tu vas être sur scène, puis tu vas savoir comment faire rire le public, puis c'est là qu'il faut que tu choisisses si tu veux juste leur faire plaisir ou tu veux assumer ta démarche à toi, puis des fois aller à l'opposition de ce qu'ils veulent de base, puis leur partager vraiment ta vision, puis trouver le moyen qui embarque avec toi dans ce délire-là. Puis à un moment donné, tu apprends à le faire, puis tu fais la foule reste une foule, puis peu importe que je sois au Saguenay, à Montréal, whatever, c'est une foule, c'est un public, tu apprends à savoir comment lire la pièce, puis faire en sorte que ça réagisse bien. Mais ensuite de ça, non, c'est des individus dans les foules, puis quand ces individus-là commencent à te parler, puis qu'ils parlent « Hey, moi, ça m'a touché pour telle raison », là, ça devient plus précis. Puis c'est pour moi, c'est là l'intérêt de l'art, quand on est capable vraiment de partager sur exactement qu'est-ce qu'on a connecté, et pas juste sur « j'ai ri ». J'ai entendu les rires, ça m'a fait du bien, je m'en vais chez nous, puis je refais rire demain. Je trouve ça plus véritable quand ça devient des individus. Donc, c'est pour ça que c'est au-delà pour moi des humoristes, c'est vraiment les personnes qui composent la foule, tu sais. Ok, ouais. Donc les individus en spécifique, que ça a apporté quelque chose, plus que ça les a fait rire, que ça a vraiment touché d'une certaine façon, ou que ça a ouvert des possibilités, ou que qui ont compris en tout cas ce que tu voulais faire, quoi. Le rire est un effet pour moi, mais derrière le rire, c'est ça, il y a un propos, il y a une réflexion, il y a une idée, il y a une image, il y a quelque chose qui a voulu être partagé. Le rire est un effet sur la façon dont tu l'as partagé. C'est pour ça que des fois, je dis, pour moi, il y a une différence entre les humoristes, que pour eux, le rire est une finalité, puis pour ceux que c'est une fatalité, ça. Je sais pas si c'est facile toujours au début de le voir comme ça, parce que moi je pense que je suis encore fort je cherche vraiment le rire, mais parce que j'en ai besoin pour être rassuré, mais j'espère que pour plus tard je puisse aller plus loin, mais pour le moment si ça rit pas je suis en panique. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais j'ai l'impression que toi t'as jamais eu ça, que tu recherchais pas spécialement le rire dès le départ. Je réalisais par exemple que c'était contextuel le volume de rire, dans le sens que ça veut pas dire que si un humoriste avant moi qui fait une anecdote un petit peu classique, grivoise, puis ça rit au coton avant moi, ben c'est sûr que m'arriver avec ma proposition, puis ça va moins rire. Donc, à un moment donné, c'est aussi accepter le contexte dans lequel tu es. Je vais pas commencer à me dénaturer et essayer d'être un petit peu dans le style de l'autre personne avant moi pour aller chercher un rire, parce que moi, ça me mine plus le moral. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de le faire juste pour me prouver à moi-même que je suis capable. Puis là, improviser quelque chose qui est un petit peu plus dans ce que les gens ont envie dans le moment, fait quelque chose de plus salace, disons. Puis là, être plus déçu de moi après, même si ça a ri fort. Fait que je me dis, Colin, j'ai rien dit que personnellement me fait rire. Je me suis senti dénaturé, j'ai nivelé vers le bas, j'ai été démagogique, j'ai été chercher des réactions, puis je les veux pas, ces réactions-là. Fait que quelque part, dans ces moments-là, quand j'ai l'impression que le contexte n'est pas favorable à que je puisse partager ce que j'ai envie de partager, ben j'aime mieux avoir une pire négative que me dénaturer puis avoir des réactions positives, mais moi, pas faire ce que j'ai envie de faire. Mais, par exemple, vu qu'il y a un contexte, je sais que, par exemple, quand on m'a tombé sur un public, parce que mes trucs, c'est, tu sais, j'essaie à ma manière, de mieux les travailler que je peux. Donc, je suis persuadé que quand je vais tomber sur un public qui va être ouvert à ces propositions-là, ben là, ça va rire plus. Puis je perdrais ce public-là qui veulent quelque chose de différent si je m'étais forcé à juste aller constamment faire rire. Il y en a, j'ai déjà dit aussi, tu sais, moi je veux pas plaire à tout le monde, mais je veux que les gens qui aiment ce que je fais fassent pas juste aimer. Je veux vraiment leur donner le maximum de, tu sais, qu'est-ce qu'ils aiment. Je vais aller au maximum de ça pour vraiment qu'ils fassent, OK, ça me fait pas rire, ça me fait vraiment, vraiment rire. Okay. J'aime mieux ça que ça soit tout le monde qui fasse, oh, il est pas pire, tu sais. Je vais aller au maximum de ma proposition. Puis si je m'attardais tout le temps à comme là, il faut que je fasse rire ces gens-là. Puis là, le contexte est plus difficile, c'est plus hostile pour qu'est-ce que je fais. Donc là, il va falloir que je modifie puis j'aille là. Ben, tu sais, je serais tout le temps caméléon. Peut-être qu'au niveau de la carrière, ça serait plus payant, mais je me sentirais pas bien là-dedans. Ouais, moi, quand j'écoute tes vidéos et tout ce que j'ai pu trouver, je ris vraiment fort. C'est vraiment, ça me surprend, ça vient me chercher, mais comme je te disais, c'est parce que c'est super original, donc je vois pas les ficelles. Parce que il y a beaucoup de choses que je regarde et je me dis, ah, c'est bon. Et je trouve ça bon, je me dis, ah, c'est bien recherché, c'est bien trouvé, ou ça me fait sourire. Mais là, je
je ris. Ça, c'est quelque chose que je vais me souvenir. Ah ben, avec grand plaisir. Moi, dès que je peux faire des compliments, ça me fait plaisir. On va revenir à ton parcours, sinon je vais faire que des compliments. OK. Donc tu gagnes en route vers mon premier gala, ce qui te permet de faire ton premier gala juste pour rire. Comment ça s'est passé pour toi, le premier gala? Parce que c'est quand même un gros truc. Ouais. Le premier, ça a vraiment mal été. Ah merde. Ouais. Le premier, là, c'était épouvantable. Pour de vrai, le premier, il y a un gala à 6 heures, un gala à 9 heures. Celui à 6 heures, c'était... Pour vrai, je pense que ça n'a pas été un seul rire, là. Ça a vraiment mal été, mais c'était vraiment pas le gala qui était fait pour moi. Ben, tu sais, on s'entend, j'ai pas été pris sur un gala. J'ai été catapulté sur un gala grâce au concours télé. Mais ça fait en sorte que c'est pas l'animateur qui m'a sélectionné qui a fait « Je veux vraiment présenter cet humoriste-là à mon public ». Fait que moi, j'étais sur le gala de feu Éric Salvaille. C'était pas mon public du tout, là. C'est un public qui veulent voir des vedettes. Ils veulent pas voir du stand-up, ils veulent voir des vedettes qui essayent de faire du stand-up. T'sais. Donc, tu peux avoir quelqu'un de la relève qui est hyper bon dans ce qu'il fait, ils vont pas apprécier, puis tu peux avoir quelqu'un d'hyper connu qui est pas bon dans ce qu'il fait, ben dans le stand-up, puis là, ils vont triper. Fait que c'était pas mon public du tout. Ouais, ça a vraiment mal été. Gala de 9 heures, un petit peu moins, mais ça a quand même pas super bien été non plus. Il y avait juste comme les VIP en avant que, surprenamment, ils riaient vraiment fort à 9 heures. Qu'eux, on dirait qu'il y en avait qui avaient vraiment pogné le ton, mais en même temps, j'avais vraiment pas choisi un numéro qui était léger non plus, là. Je parlais de suicide. À ma manière, là, on s'entend, là, c'était pas une anecdote triste ou whatever, c'était vraiment des liners sur la vie après la mort, sur le suicide en général. C'est des gags que j'ai encore dans... Je trouve pas que c'est malhabile, là, même avec du recul. C'est des gags que j'aime bien, puis c'est pas insensible du tout, là. Puis c'est quelque chose que je fais en connaissance de cause, donc je relis, puis je suis bien confortable. Mais ça reste quand même que ça frappe, puis c'est qui lui? Il y a trop de questions en même temps, là. Fait que c'était vraiment pas un numéro léger. Souvent, le premier numéro, des gens, ils arrivent et ils se présentent, là. Ça, il aurait fallu que ça soit « Salut, moi c'est Yannick, je suis un peu weird », puis là, ça aurait fonctionné, mais ça aurait vraiment pas été ce que moi j'aurais voulu faire. Fait que, ouais, au premier, ça a mal été. Ouais. OK. Est-ce que ça a été dur de se dire ça a mal été ou tu l'as bien vécu et t'as enchaîné? Je me souviens plus tant que ça. Je pense que j'étais déçu, vraiment déçu. T'sais. On s'entend que tu veux faire du stand-up à un moment donné, peut-être moins maintenant, là, mais c'était à l'époque la consécration, là, faire un gala juste pour rire. Puis là, je me suis dit vraiment, ben, ça marchera jamais, moi, dans un gala. Donc, 2012, j'en ai pas fait. 2013, j'en ai refait un. Puis là, j'étais en connaissance de cause, mais j'ai de la misère à... Je me souviens plus comment je me sentais. Je pense que je m'étais vraiment juste dit, moi, je vais avoir un succès underground. Puis j'étais bien confortable avec ça, là, pour vrai. Je me disais, m'a faire ma place, j'ai mon public. Puis en plus, moi, pour de vrai, là, je me suis jamais dit, je veux être partout, je veux faire de l'argent, là. Je me disais, si je fais 10 000 dans mon année, c'est en masse. Je me disais ça pour la vie, là, je me disais vraiment ça. Puis en 2013, par contre, là, ça a vraiment bien été. OK, cool. Ça, c'est mon deuxième gala. Mon deuxième gala, c'est ça, j'ai vraiment fait le processus de sélection, là, les auditions et tout. Puis là, j'avais comme été surpris. Là, je commençais à faire, OK, j'ai peut-être un numéro là, qui fonctionne en gala. Là, j'avais fait le gala d'Emmanuel Bilodeau. Puis là, ça a été tout le contraire. Ça a vraiment, vraiment bien été. Mais après, t'enchaînes les scènes, les festivals, et t'écris ta première heure de matériel qui s'appelait 60 minutes avec Yannick. Ouais, c'est ça, exact. C'était, dans le fond, il y avait c'était une offre de ZooFest. Dans le fond, c'était pas moi qui avais choisi ce nom-là. C'était juste que c'était les 60 minutes avec. Fait que j'étais dans une série de spectacles. Ouais, ça a été ma première heure. Et est-ce que tu avais déjà trouvé le style que tu as maintenant dans cette première heure ou pas encore? Pas tout à fait. Ben, c'est dur à dire. Je pense que j'avais trouvé mon style. Mais c'est parce que je l'ai jamais cherché. Je pense que c'est venu à moi naturellement. Là. Tu sais, mon premier spectacle, là, moi, j'étais persuadé. Je parle vraiment pas mon premier spectacle d'une heure. La première fois que j'ai fait du stand-up, j'étais persuadé que j'arrivais avec des propositions qui étaient surfaites. Là. Je pensais que je faisais du réchauffé. Puis là, finalement, tout le monde me dit hey, « Toi, t'es bien fucké, c'est bien absurde ce que tu dis. » Je suis comme « Ah, ouais. » Tu sais, ça m'a vraiment surpris. Je recherchais vraiment pas à être bizarre ou absurde. Et donc, je pense que malgré moi, j'avais déjà un style.
Ben là, c'est sûr que ça s'est raffiné puis j'ai exploré depuis, là, vraiment beaucoup. Mais je pense que j'avais quand même déjà une base, là, ouais. Mais de quoi parlait cette première heure? Oh God, ben il y avait mon truc sur le suicide. Je parlais un peu, c'est un terme quand même récurrent dans mes trucs, la religion. Sinon, je parlais de quoi? J'avais un numéro conceptuel au début. J'ai tout le temps aimé quand même les numéros conceptuels, là. Souvent, mes débuts de show, c'est un concept. Mais sinon c'est flou le reste. Les 4 années qui ont suivi, tu as écrit 1 heure de matériel par an. Est-ce que c'était vraiment une volonté que tu avais de faire 1 heure par an de nouveau matériel ou ça s'est fait naturellement comme ça? Non, c'était vraiment une volonté. Je me disais, pour moi, c'est juste, je me disais, c'est une année perdue pour avoir 1 heure de matériel. Et aussi, c'est parce que le public de ZooFest était vraiment mon public, parce que je pense même à l'époque, je faisais pas deadline. Je faisais pas des 45 minutes dans les bars parce que le monde avait peur. Avait peur que le public embarque pas. Moi, je l'ai vécu longtemps. Là, je pense encore, même aujourd'hui, les gens sont un peu frileux. Ils ont tout le temps peur que je parle tout le temps une petite niche. Mais je me fais tellement dire souvent, moi, là, j'adore, mais le public est pas prêt. Je me fait tout le temps dire ça. C'est fou comment je l'entends, comment on est condescendant avec le public, là. En tout cas, c'était le temps des premières parties, des 15 minutes. Donc, pour moi, le ZooFest, c'était la chance d'aller faire 1 heure de spectacle. Je me disais, ça, c'est mon public. C'est des gens qui vont se déplacer pour voir qu'est-ce que je fais. Donc, je serais fier de passer à côté de cette opportunité-là de faire 1 heure. À travers ces shows-là, tu as essayé pas mal de choses. Tu as fait des shows qui étaient plus stand-up, d'autres qui étaient plus conceptuels. Il y en a même un où j'ai entendu que tu avais fait des chansons, du slam, des mots que tu as inventés dans le spectacle qui s'appelait Brouillon, je crois. Ben Brouillon, c'est pas mal le squelette pour de vrai de mon one-man show, là. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. C'est pas les mêmes gags, mais il y a les numéros, là, entre guillemets, là. Je travaille pas tant que ça en numéros, mais les segments, disons, j'ai changé beaucoup des gags, mais quand même, tu sais, mon segment sur les néologismes, mon segment sur les gags coupés, des trucs comme ça. Ça, c'est des contenants que j'ai gardés. J'ai changé le contenu, mais j'ai gardé le contenant. J'ai gardé les plus intéressants pour mon one-man show. Avec ces 5 fois 1 heure, pourquoi t'as jamais pris une de ces heures et parti en tournée avec celle-là? Tu pensais que c'était pas assez bon ou tu voulais vraiment quelque chose de différent, ou je sais pas? Ouais. Ben le mot bon est difficile parce que oui, je trouvais ça assez bon, mais je trouvais pas. Je me disais que c'était pas encore ça pour me déplacer. J'avais pas l'impression d'assez maîtriser mon style et arriver avec une assez grande confiance pour aller convaincre n'importe quel public, parce que j'étais conscient qu'il allait y avoir des réticents dans les salles. Puis là, j'étais habitué de jouer devant un public qui veut ce type-là d'humour. Puis là, je savais que j'avais une ligne à trouver entre, de temps à autre, aller vers un peu plus que ce que le grand public veut, puis paf, à revenir. Fait que moi, mon but, c'était quand même d'avoir peut-être 15-20% d'un peu qu'est-ce que le grand public veut sans me dénaturer. Juste être capable de trouver. C'est Simon Leblanc qui m'avait déjà dit ça, puis je trouvais que c'était une bonne métaphore. Il disait, tu sais, mettre du sucre sur ces trucs. Puis c'est ça que je cherchais un peu, mettre du sucre sur mes trucs pour pouvoir faire passer qu'est-ce que je veux, que à ZooFest, c'était 100% qu'est-ce que je voulais. Puis là, j'étais face à un public qui voulait ça. Mais là, il fallait, je trouve, juste le 20% de faire, OK, il faut que j'aille juste une petite affaire là. Puis des fois, c'est même pas des numéros. C'est juste ajouter des fois des petits commentaires par-dessus le gag qui fait en sorte que le grand public, là, ils comprennent. Ils comprennent mieux le personnage, c'est plus clair. C'est ça que je vais aller chercher. Puis pour moi, c'était d'explorer chaque année. C'était comme une exploration d'essayer. Mon premier spectacle, c'était que stand-up. La deuxième heure, c'est plus conceptuel. La troisième heure, là, j'essayais complètement autre chose, un petit peu plus du stand-up plus personnel. Je me disais, moi, essayer un peu d'aller là. Fait qu'il y avait beaucoup d'exploration pour voir, OK, c'est jusque où je peux aller sans me dénaturer. Puis là, à un moment donné, faire un amalgame de tout ça puis garder le best-of, si on veut. Donc, moi, je les aimais assez, les heures, mais je les trouvais peut-être un petit peu hermétiques. Un petit peu trop hermétiques pour me rendre, exemple, dans une salle de 500 personnes au Saguenay, puis qu'il y en ait 300 là-dedans, que qu'est-ce qu'ils connaissent de moi, c'est le gars à télé, ou ils ont sur le web, puis là, c'est pas du tout mon stand-up, puis j'arrive, puis ils font « Oh mon Dieu, OK, je m'attendais pas à ça, c'est plus atypique que je pensais, c'est plus singulier, puis on s'entend que le monde, c'est pas ça qu'ils vont dire, là, ils vont être moins polis que ça, ils vont faire « C'est pas drôle ». Fait que c'est pour ça que je me disais, il faut juste que je trouve le moyen que ce soit moins hermétique. T'as aussi fait un show avec les 3 derniers spectacles qui s'appelait Triptyque, qui durait 3 heures. 3 heures de spectacle avec une entracte. Est-ce que c'était pas épuisant de jouer 3 heures sur scène? Ouais, vraiment, vraiment.
Parce que des fois, il y a des humoristes que tu aimes vraiment beaucoup, puis après 40 minutes, tu as compris la mélodie ou tu as compris la mécanique qui revient tout le temps. Puis même quelqu'un qui va pas consommer d'humour à un moment donné, il saura pas qu'il a compris la mécanique, mais le fait qu'il rit moins, c'est parce qu'il l'a compris sans être capable de le verbaliser qu'il l'a compris. T'sais. Fait que là, de faire 3 heures, moi, je me disais, ça, c'est le test ultime de savoir si je varie assez bien mes mécaniques. C'était vraiment ça l'idée. Je me disais pas, j'ai envie de faire un show de 3 heures. Je me disais, j'en ai besoin pour me confirmer que je varie assez mes formules. Ok, d'accord. Mais j'ai aussi entendu dans les podcasts que tu disais que le fait d'animer des soirées d'humour, ça t'avait beaucoup aidé dans la création et dans l'écriture. Ah, pourquoi? La confiance. T'as pas le choix de faire du matériel de façon récurrente. À un moment donné, t'es un peu assis de « OK, ce numéro-là fonctionne, je vais aller le refaire. » À un moment donné, à force d'animer, des fois, t'as même pas écrit ou t'as juste pris une note, puis là, t'arrives, puis ça rend encore plus organique ce que tu fais, parce que tu sais, tu peux pas être plus naturel que là, t'improvises. Et là, j'ai commencé à plus écrire mes numéros sur scène et noter qu'est-ce qui fonctionnait. En 2015, tu remportes le prix de la révélation de l'année au Gala Comédia, ce qui fait que tu viens jouer au festival de Marrakech, mais tu viens aussi jouer en Belgique. Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse, étant belge. Ouais, ben oui. Belgique, vraiment bien. Pour vrai, là, je m'attendais, moi, à qu'on ait de la difficulté à me comprendre et tout. Puis là, quand je suis arrivé, on m'a dit non, change pas ton accent, ça te rend exotique, on aime ça. On m'a juste dit, adapte juste le vocabulaire. Il y a certains mots, tout simplement. Mais finalement, non, parce que, en fait, c'est ça, c'est avec qui j'avais parlé qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ton français est assez bon, puis il y a une dichotomie entre la manière que tu parles et le vocabulaire que tu emploies. Donc, il a dit, il n'y a pas grand-chose à changer dans ton cas. Et effectivement, j'avais juste modifié vraiment là, des trucs plus pointus. Et ça avait vraiment bien été pour de vrai en Belgique. Là, même j'avais eu des commentaires justement que quelqu'un du public qui m'avait dit hey, on pensait que les humoristes québécois, c'était que des anecdotes de ma blonde puis jaillit le camping. Je m'étais vraiment fait dire ça parce que apparemment que tous les humoristes qu'ils avaient vus, c'était que ça qu'ils faisaient. Puis là, l'année que j'y étais, en plus, c'est drôle parce que Sylvain Parent, le gars de Comédia, était nerveux que j'y aille. Il a fait oh mon Dieu, là, j'ai peur que ça aille pas bien. T'sais, on a juste envoyé des humoristes plus grand public, tu sais. Mm-hmm. Et là, c'était tout le contraire de comme ils ont fait un humoriste qui parle pas de sa blonde, puis qui parle pas du camping, qui parle des tortues ninja. Fait que non, ça avait super bien été. Maroc, c'est moyen par contre. Maroc, ça avait été plus difficile, ouais. Mais est-ce que venir jouer en Europe, c'est quelque chose qui te tenterait de venir jouer en Belgique? Je pense que oui. Bon, ça me parle. Ouais, j'aimerais bien ça. Ben, moi aussi. Moi, si je veux voir ton spectacle, soit il faut que je vienne au Canada, soit il faut que c'est toi qui viennes. Donc, les deux me vont. Ah, je pensais que tu habitais au Québec. C'est ça que j'avais compris au début. Ah non, j'habite en Belgique, mais je suis un très gros fan du Québec et des humoristes québécois. C'est ce que j'écoute le plus. C'est mes humoristes vraiment préférés avant les Américains, avant les Français, avant les Belges. J'ai ce rêve un peu en tête de venir jouer au Canada et de faire l'École nationale de l'humour, mais c'est beaucoup d'argent et enfin c'est beaucoup de réflexion, quoi. Ouais, je comprends. Ben, je te le souhaite. Merci, c'est gentil. Ensuite, en 2017, tu crées la série Les Prodiges, que j'ai vraiment adoré. Franchement, j'en ai pleuré de rire. Je trouve ça tellement créatif et drôle. C'est tellement gros les situations parfois que ça pourrait être ridicule. Mais non, on y croit tout le temps par le fait que vous jouez bien, tous les deux, et tout me fait rire dans cette série. J'ai découvert cette semaine-ci en faisant mes recherches, je connaissais pas, et vraiment, j'ai trouvé ça super bon. Je connaissais beaucoup Like Moi, parce que ça, il y a pas mal de vidéos qui sont devenues un peu virales par chez nous. Ah ouais? Par exemple, la vidéo Je suis pas raciste, mais elle a quand même pas mal tourné. Il y a la vidéo Salut la gang, qui me fait mourir de rire. J'adore cette vidéo. Ça veut dire qu'en Belgique, je pourrais arriver puis faire des spectacles puis il y aurait un peu de gens quand même, là. Franchement, parmi les humoristes, il y en a quelques-uns qui te connaîtraient. Et si on voulait mettre ça en avant, on pourrait mettre la série Like Moi. Ah ouais. Ça serait pour dire, bah oui, c'est le gars dans la vidéo. Ouais. Dans ce sens-là. Mais Like Moi aussi, ça m'intéresse un peu d'en discuter avec toi. Et comme il y a beaucoup d'humoristes dedans, est-ce que vous aviez droit à faire des suggestions ou à proposer des choses ou à écrire, ou c'était très cadré? Ouais, c'est quand même assez cadré, là.
on pouvait proposer des idées de sketch. Au niveau des textes, par exemple, on respectait vraiment ce qui était écrit. C'est Marc Brunet là, qui écrivait les textes, qui est un auteur très respecté. Là. C'était bien écrit, ses mots étaient vraiment choisis. Puis dans Like Moi, il y avait vraiment un choix de mots là, qui était important. Donc, on pouvait pas arriver en modifiant. Là. Donc, non, c'était assez... on apprenait vraiment les textes à la lettre. Là. Ouais. Grande liberté, par contre, au niveau du jeu. Là, on se sentait pas brimé du tout. Là, c'était super intéressant de jouer ça. Là. C'est du bonbon là, pour vrai. Là. C'est vraiment plaisant à jouer. Là. Bah alors vous êtes juste des bons comédiens parce que je trouve que la série est vraiment efficace tout en étant intéressante, il y a du propos, je trouve que tout le monde joue bien, je trouve ça super bon, il y a eu des adaptations par chez nous je pense, que je n'ai même pas regardé parce que je comprends pas qu'on adapte quelque chose alors qu'on parle la même langue, j'ai un blocage avec ça, je me dis mais non la version de base est très bien, pourquoi l'adapter, je comprends pas. Je suis d'accord, j'ai vu le contraire aussi, là, c'était Appeler mon agent en France, qui ici a eu une adaptation et ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, tu sais, des deux côtés, je suis bien d'accord de Appeler mon agent, c'était sur Netflix, j'ai bien aimé. C'est ça, au Québec, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas compris non plus pourquoi. Non, je suis d'accord avec toi. Quand c'est la même langue, là, écoutons l'original. Là. Bah oui, il y a eu ça surtout, c'est avec le film Starbuck, avec Patrick Huard, qui est vraiment génial, qui est super drôle. Et ils ont fait une version française qui a fait un beat complet, mais je comprends pas pourquoi devoir l'adapter. Le truc est très bien. En plus, c'est vraiment pour faire à l'identique, j'ai vraiment pas compris. C'est peut-être moi qui suis trop fan du Québec et qui ai trop de facilité avec la compréhension de l'accent et tout ça, donc ça me bloque pas du tout, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que même surtout en humour, là, même les trucs, des traductions, des adaptations de films américains, là, aussi, là, ou juste quand c'est doublé, t'as pas le même rythme, c'est pas, je suis pas fan non plus d'adaptation, puis même affaire, là, des taxis, qui est un classique quand ils l'ont adapté avec Jimmy Fallon, c'est pas un film qui a eu énormément de succès, ça fonctionnait comme moins au dîner, le dîner de con, ouais. Non, je suis pas fan non plus d'adaptation, surtout au niveau quand c'est de la comédie, là. Ouais. Bah oui, mais surtout quand c'est la même langue, je comprends qu'il y a des blocages pour ceux qui parlent pas l'anglais par exemple, c'est vraiment un blocage, même si les sous-titres c'est une possibilité, mais il y a quelques mots où il y a je sais pas. Par contre, moi j'ai pas vu les adaptations de Like Moi, à part quelques sketchs en France, et pour de vrai, je trouvais ça vraiment bon, pour de vrai. Les sketchs que j'ai vus, là, j'ai trouvé très drôles, les comédiens, j'ai trouvé hyper bons, là. Même qu'à un moment donné, j'étais un peu comme... Des fois, j'essayais de reconnaître celui qui jouait un peu. J'ai dit, il est meilleur que moi, lui. Je vais aller voir alors, je te dirai. Est-ce que le rôle de comédien, c'est quelque chose que tu veux développer ou pas plus que ça? Ah, ça aussi, je pense que je suis un petit peu cyclotimique à mon rapport avec le jeu, là, parce que quand un spectacle va vraiment mal, je me dis, moi, être un comédien. Puis quand il y a un tournage que j'ai l'impression qu'il va mal, je me dis, non, je suis un humoriste. Fait que ça dépend, mais non, j'aime vraiment jouer, j'aime ça l'abandon, mais j'aimerais ça un jour, par exemple, faire de la composition, parce que dans Like Moi, je sais jouer juste, mais je joue quand même beaucoup dans mon ton, des personnages qui sont près de moi, puis on s'entend, c'est des situations qu'on joue, donc j'ai jamais encore joué de la composition, un personnage qui est loin de moi, là. Donc ça m'interpelle, mais j'ai pas la prétention de dire que, je sais pas si je suis capable, je me définis pas non plus comme un comédien, je me définis plus comme un humoriste qui est capable de jouer, là. Bah en tout cas, de ce que j'ai vu en comédie, moi je trouvais ça bon. Dans Les Prodiges, je trouve ça très bien fait. Les moments où tu t'énerves, ils me font tellement rire sur le plateau quand tu cries sur tout le monde, mais qu'est-ce que ça me faisait rire. Les scènes avec Louise Richet que vous avez réussi à avoir, je trouvais ça super drôle. Ah, mais cette série est top. Mais Like Moi aussi. Après, en 2018, t'as aussi lancé un podcast toi-même. T'as lancé Ça ou Ça avec Mehdi Boussaïdan. Ouais. Vous receviez des humoristes et vous leur proposiez des choix complètement impossibles et farfelus. D'où est venue cette envie de faire le podcast? C'est parce qu'on jouait des fois à ça, Mehdi et moi, on invente nos questions, on a inventé le format podcast, mais le jeu est un jeu populaire, là. Moi, j'aime beaucoup les podcasts, j'aime ça écouter des gens parler un peu de leur parcours, raconter des anecdotes, échanger, mais je me disais, il n'y a rien qui est vraiment juste complètement ludique, du moins au Québec, là, je parle, j'en avais pas entendu à ce moment-là beaucoup. J'ai fait, ça pourrait être intéressant de faire... C'était aussi dans ma volonté d'avoir une certaine récurrence dans le contenu web que j'offre.
Avoir une présence web en ce moment, c'est presque qu'essentiel là, dans, je sais pas si c'est comme ça partout, mais en ce moment au Québec, en tout cas, c'est quelque chose pour de vrai qui peut vraiment changer la donne là, au niveau de la vente de billets, puis permettre vraiment de vivre là, pour vrai. Donc, je me dis, ah ben ça, je me vois faire ça. Et je suis quand même un gars de groupe. Là. J'aime ça faire des travaux d'équipe. Donc, c'est ça, m'associer avec Mehdi, je me dis la tâche facile. Là. Le mix entre ton style et le sien donnait vachement bien et les propositions étaient du coup... quand toi, tu proposais deux choses, c'était différent de ceux que Mehdi proposait, on voyait les deux univers. Est-ce que vous avez fait le tour ou vous allez encore en faire d'autres? Non, on n'en fera plus parce que on n'avait plus le temps, nos horaires, c'était difficile de se coordonner, ça concordait pas, nos disponibilités. À un moment donné, on voulait recommencer, mais là, on avait l'impression déjà d'avoir perdu un petit peu le momentum. C'est difficile pour de vrai quand être deux, là, c'est difficile. Surtout, Mehdi aussi travaille beaucoup. On n'a pas les mêmes genres d'horaires. Mehdi tourne beaucoup plus que moi. Tourner pas dans le sens de spectacle, dans le sens de tournage. Là. Il joue beaucoup, Mehdi. Et voilà, je pense que j'avais plus non plus l'énergie. À l'époque, j'aimais beaucoup ça, que ce soit un ton très léger, très ludique. Là, si je faisais un podcast, j'aurais envie que ça tombe un petit peu plus... encore là, je pense qu'il y avait la volonté de faire rire à un moment donné. Puis c'est quand même épuisant, ça, dans le sens que... Mm-hmm. On peut perdre les gens parce que ça va trop loin, mais en même temps, c'est d'aller un peu loin que les gens y veulent, puis on le faisait devant le public. Parce que compter des anecdotes devant le public, les gens ils embarquent dans l'anecdote, on les tient en haleine. Mais là, avec des questions, à un moment donné, des fois, ça peut être épuisant pour les gens parce qu'il y a beaucoup de logique puis de gens d'imaginaire. À un moment donné, ça peut devenir épuisant vu qu'on parle de rien de concret. Là. Donc, ça pouvait être énergivore quand même. Je me suis beaucoup amusé. Mais je pense que si je faisais maintenant un podcast, je le tiendrais un petit peu plus dans... je le ferais dans une autre zone, là, je le ferais dans un autre mood. Mais c'est vrai que oui, le podcast est super drôle, mais je pense que oui, quand tu es invité, tu dois te dire, il faut que je sois drôle, il faut que ça punch. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as pas le choix de trouver... Il faut que tu fasses une synthèse pour que ça devienne un liner ou quelque chose. Tu sais, c'est un podcast qui est vraiment... T'as pas le choix, là. C'est comme faire de l'improvisation, on en parlait tantôt, là. C'est carrément de l'impro, là. Je le trouve vraiment chouette pour ceux qui ne connaîtraient pas le podcast, allez écouter ça. Ça ne vieillit pas, donc peu importe, quand vous le découvrez, ça reste vachement sympa à écouter. C'est super ludique, comme tu disais. Je continue les compliments, hein, surtout en fait. Et après, depuis 2018, tu tournes avec ton spectacle, donc qui s'appelle Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Pour comprendre la joke, t'es sur une affiche à côté d'une vache. Déjà, la vanne du nom du spectacle me fait rire, donc c'est un bon début pour le spectacle. De quoi parle le spectacle ? Il parle pour le reste de beaucoup de choses. Tu sais, le titre du spectacle, c'est ça, il y a des gens... premièrement, ça filtre un peu les gens. Là. Il y a des gens, des fois, qui me disaient « Comment ça, ton spectacle? Ça dit que les Dalmatiens sont énormes en campagne, puis sa photo, c'est une vache. C'est censé être un chien. » J'étais comme « Hey, écoute, le spectacle n'est pas pour toi. » Tu sais, ça filtre déjà. Si tu comprends pas ce blague-là, pour vrai, là, puis au-delà de ça, il y a une vraie réflexion pour de vrai. Je me disais, OK, de base, je me disais, il y a beaucoup d'humeur dans les titres de spectacles d'humour au Québec si c'était la mode de mettre un seul mot. Mais chez nous aussi. Ah ouais, OK. Moi, j'aime ça être un petit peu contre la mode. Donc, je me disais, OK, on va mettre le plus de mots possible. Si la mode est de mettre un mot, on va en mettre 12. Je me disais, il y a beaucoup d'humeur, beaucoup de trucs qui sont des anti-phrases, il y a de l'ironie, mais il n'y a pas de blague, il n'y a pas de gag. Donc là, je me disais, OK, on va mettre un liner, puis là, j'ai cherché mon liner le plus court. J'ai fait, ça, là, je pense que c'est 6 mots. Puis au-delà de ça, c'est que ça... Ouais, t'es compte, hein? Les Dalmatiens sont énormes en campagne, c'est 7 mots. Non, excuse, c'est 6 mots, ouais. Ça parle de naïveté volontaire, en fait, parce que je me disais, c'est pas quelqu'un de stupide, quelqu'un qui sait pas qu'une vache... S'il y a vraiment quelqu'un là, qui sait pas c'est quoi une vache, vraiment, je sais pas moi, il y a jamais il y a eu cette information-là. Il est pas stupide, il a juste pas l'information. Donc, qu'il soit capable d'arriver à une conclusion avec les choses qu'il connaît, puis il dit « Ah, c'est un gros dalmatien », je me dis, c'est pas quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un qui se sert de ses moyens, puis il arrive à une conclusion lui-même à la place de juste faire « Ah, c'est quoi? » et tente quelque chose. Puis pour moi, quand il y a une tentative, c'est pas de la stupidité. Et là, j'aime écrire de cette manière-là, me dire, OK, j'ai les informations sur tel ou tel truc, mais là, si j'en fais abstraction, qu'est-ce que je peux inventer, puis comment je peux décortiquer ce sujet-là, comment je le comprendrais vraiment par mes propres moyens. Puis c'est ça que j'aime faire.
de faire fi de ce que je connais pour m'éclater puis extrapoler sur un sujet. C'est ça que j'appelle de la naïveté volontaire. C'est comme ça que je plonge dans l'imaginaire, puis c'est de la façon que je crée. Donc, c'est pour ça que les Dalmatiens sont énormes en campagne. J'imaginais un personnage qui sait pas c'est quoi une vache, puis que là, il fait « Ah, ben c'est un gros Dalmatien », puis je me disais « C'est ça, c'est pas stupide. » C'est comme la culture générale. Il y a des gens qui ont tendance à dire « Ah, il est stupide, il connaît rien. » Puis tu fais « Ouais, mais s'il est logique, ça se peut être logique. » Puis je veux dire, c'est important, la culture générale. Là, je suis pas en train de dire que c'est pas important. Mais je suis pas d'accord, par exemple. Il y a tellement de formes d'intelligence que... Avoir de la culture générale, c'est pas synonyme d'être intelligent. Ben, pas nécessairement, effectivement, c'est ça. C'est une partie, c'est du savoir, là. Le savoir est immensément important. C'est le fun de faire sa propre analyse et de se servir de son libre arbitre, de son imaginaire pour comprendre des choses. Dans ce spectacle, qu'est-ce que tu abordes? J'aborde beaucoup de sujets. Ben, tu sais, premièrement, il y a beaucoup de liners, c'est ça que je fais. Je parle d'anxiété quand même. C'est parce que là, c'est flou vu que ça fait quand même 6 mois que je ne l'ai pas joué. Je parle de création d'art en général. Je parle un petit peu d'humour. De l'humour en tant que tel, du star system, un peu mon aversion par rapport... je parle un peu aussi, ouais, c'est ça, des trucs populaires. Parler un peu souvent qu'est-ce qui est populaire n'est pas bon, là. Tu sais, des fois, on a tendance au Québec à valoriser les trucs populaires puis se dire comment ça, c'est excellent, c'est populaire. Mais je rappelle un peu que, tu sais, McDo, c'est le restaurant le plus populaire au monde. Est-ce que c'est le meilleur? J'en doute. Donc, je parle un peu de tout ça. J'aborde beaucoup de sujets, là. Il n'y a pas une ligne en tant que tel. Je parle des animaux, je parle de religion, moi, j'ai eu l'éducation chrétienne. J'ai été à une école chrétienne quand j'étais jeune. Je parle de ça. Ouais. T'as dit dans un podcast, je sais plus c'est dans lequel, mais que t'avais peut-être dans l'idée de faire une adaptation en dessin animé de ton spectacle, comme si c'était une captation, mais qui serait refaite en dessin animé. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans les plans ou pas? Ouais. Ben là, j'ai peur, Colin. Je me rends compte que je me dévoile trop, puis je partage mes projets. Je veux pas que quelqu'un les prenne puis qu'il les fasse avant moi, tu sais. Ah, désolé, mais c'est moi qui t'ai stocké ici, donc j'ai toutes les informations, mais peut-être que les autres ne l'avaient pas avant. Non, mais là, je réalise comme ça me stresse de comme me faire couper l'herbe sous le pied, là. C'est comme trop un livre ouvert. Mais ouais, c'est d'un plan, ouais. Ok, mais parce que moi, je trouvais l'idée géniale. Et c'est ça qui me fait peur. Je sais que c'est pas une mauvaise idée, puis je sais que ça n'a pas été fait. Puis là, je suis comme, ah mon Dieu, il faut pas que je lance ça comme ça. T'es pas censé te parler d'une idée avant qu'elle soit brevetée, là. Mais si tu veux, je coupe cette partie, hein. Non, mais je trouvais l'idée vraiment chouette. J'en ai d'ailleurs parlé, encore une fois, à ma copine ce matin, qui me disait, c'est une super idée, c'est super original parce que, moi, c'est parce que j'adore l'humour, j'en consomme beaucoup, mais elle dit, c'est toujours la même chose. Et donc, c'est vrai que ça donnerait un truc différent, un angle différent. Et je trouve que ça tirait bien aussi avec ce que tu fais. Ben merci, c'est juste difficile, c'est ça, là, maintenant, de trouver un diffuseur. Parce que c'est ça, c'est pas pour rien, souvent, qu'il y a un format pour faire tout le temps la même chose. Parce que souvent, on a peur, on fait « Ouais, mais c'est ça que les gens sont habitués, c'est ça qu'il faut leur donner. » Fait qu'il y a comme une réticence quand je parle de l'idée en se disant « Ouais, mais ça va intéresser qui? » Puis je suis comme « Ben, n'importe qui, c'est juste différent. » Mais c'est ça qui est dommage. Souvent, les gens sont réticents face à la nouveauté puis la différence. Et ils veulent la même chose. Mais ça, c'est une vieille phrase. C'était Henry Ford qui disait « Demande aux gens ce qu'ils veulent, ils vont dire qu'ils veulent des chevaux plus rapides. » Là. Si on écoute les gens, s'il avait écouté les gens, il n'aurait jamais inventé l'automobile. Là. Mais ouais. C'est ça qui est difficile. On propose des nouvelles idées, je propose souvent des trucs. C'est ça mon moteur, souvent de trouver j'aime aussi la différence. C'est souvent ça qui fait « Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. » C'est comme « Mais c'est exactement pour ça que je veux le faire. » Mais là, « Ouais, mais non, c'est pas de même. » Puis là, il y a des gens souvent qui vont t'expliquer que « Hey, c'est pas comme ça que ça marche. » Puis là, à un moment donné, tu le fais. Hey, même quand j'ai commencé l'humour, souvent on me disait ça, on me disait « Ouais, mais t'as pas de formule. Il te faut plus de gags. » Là, finalement, c'est rendu ça ma formule, puis c'est rendu ça mon style, puis on se rend compte que mes gags, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas mécanique, c'est souvent des images, ça fait rire parce que tu l'imagines dans ta tête, puis là, finalement, c'est ça marchait pas de même, mais ça a marché. C'est ben oui. C'est ça qui crée la surprise, mais en tout cas, moi je suis partenaire de cette idée, je trouve que c'est une bonne idée. J'invite toujours les humoristes québécois à faire des captations de leurs spectacles, parce que moi je veux voir les spectacles. J'adore les longues durées en fait. Les vidéos, ça me donne envie d'en voir plus à chaque fois, et à chaque fois je dois me contenter de 10 vidéos de 6 minutes plus qu'un long spectacle d'1 heure. Ouais, non, le stand-up, c'est pas fait pour être consommé en 4-5 minutes. Hein. C'est fait pour s'installer puis écouter quelqu'un pendant 1 heure 30. Là. C'est pas tout le monde qui est efficace en dedans de 5-6 minutes. Hein.
Tout ça pour te dire que j'encourage le concept et que j'invite les auditeurs à ne pas voler ton idée. Ici, en avril 2020, tu as aussi joué à un des rôles principaux dans la série Top Dogs Homicide avec Alexandre Bisaillon, qui a aussi écrit la série, qui est super bonne. Je trouve ça vraiment bon aussi. Ok, cool. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui voudraient aller la découvrir? Ouais, ben en fait, c'est une série humoristique. C'est deux policiers surdoués, mais que après ma barre peuvent avoir l'air un peu nigo. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est très léger comme ton là. Puis il y a des images assez. Ils jouent dans la réalisation, on joue quand même avec le gore. Là. Donc c'est quand même intéressant. C'est Pierre-Luc Miville qui a réalisé, puis c'était son idée, puis je trouvais ça quand même intéressant. C'est rare qu'on mêle l'humour et le gore, là. Je trouvais ça chouette que tu sois dans un truc un peu action. Ça a amené autre chose que dans Like Moi ou que dans Les Prodiges aussi. C'est un autre aspect et je m'étais déjà fait la réflexion. Ça serait marrant de voir Yannick dans un truc d'action. Et je trouvais ça vraiment bien écrit. Donc bravo Alexandre, c'est super bon. J'ai ici des questions un petit peu plus générales par rapport à l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans le fait de faire de l'humour? C'est écrire. Ben, qu'est-ce que j'aime de l'humour, en fait, je vois ça comme une grande carte blanche. Tu sais, je peux faire absolument tout ce que je veux à la seule condition que les gens rient à une certaine fréquence. Donc, c'est ça qui me plaît, cette liberté de création-là. Et qu'est-ce que tu aimerais le moins dans le fait de faire de l'humour? L'autopromo. Je déteste m'auto-promouvoir et je déteste la tyrannie du rire. Je déteste la facilité, puis le chapeau d'humoriste, je l'aime pas. J'aime le chapeau de créateur, mais je déteste être sur un plateau et là, il faut que tu fasses rire. D'ailleurs, le dernier livre de Frédéric Becbédé, il en traite, là. Je trouvais ça bien comme œuvre, là. Je trouvais ça bien intéressant. Puis c'est vrai qu'on est rendu là tout doit tourner autour du rire. Puis là, t'as ta fonction de clown. Puis là, à un moment donné, je suis autre chose aussi, là. Je suis un citoyen, je suis un père, je suis autre chose, puis je peux avoir des opinions, je peux avoir des propos. Moi, je trouve ça inintéressant, là, un humoriste qui veut toujours faire rire. Je trouve que ça donne une personnalité, c'est unidirectionnel. Tu sais, dans un film, c'est inintéressant, là, quelqu'un qui a pas de dimension, qui a une seule fonction, c'est pas intéressant. Donc, en société, je trouve ça inintéressant aussi, un humoriste qui est vraiment, c'est juste, il faut que je fasse rire, puis là, il arrive, puis il se met en mode comique, puis il se met en mode showbiz. Je trouve pas ça intéressant. Moi, ce que je veux voir d'un humoriste, c'est quelqu'un qui traite des sujets qui l'habitent, puis qui est capable d'ajouter de la finesse. Et cette finesse-là fait en sorte que ça devient rigolo et que ça fait passer qu'est-ce qu'il a envie de partager. Pour moi, c'est ça qui rend un humoriste intéressant. T'as un sketch là-dessus, enfin un gag là-dessus sur quand les gens savent que t'es humoriste et te disent « Ah ben vas-y, fais-moi une blague ». Je déteste ça. Être obligé d'être drôle, devoir se justifier, de dire « Bah si, je fais des blagues, mais vas-y ». En plus de ça, c'est que moi, je considère que les gens qui connaissent des blagues par cœur sont souvent les gens les moins drôles qui existent. Si t'as toujours des blagues dans ta poche, c'est que t'es pas super rigolo. Quelqu'un de comique va juste être comique dans son naturel en parlant, en échangeant. Mais si tu me dis, vas-y, sois drôle, je suis comme, ben non, non, man, va sur YouTube. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je voudrais te demander, quelle serait ta pire scène? Tu avais parlé d'une, c'était une corpo où tu jouais 8 minutes, on avait pris ton micro, on t'avait poussé de la scène. Mais du coup, je connais celle-là. Est-ce que tu saurais m'en raconter une autre? Ouais, ben il y a un spectacle, je me souviens, que j'avais fait. Mon gérant avait omis de me parler que c'était des enfants dans la salle de spectacle. Et j'avais comme de la route à faire. Là. J'ai fait un bon 3 heures de route. Moi, je me prépare comme d'habitude à aller faire un spectacle. Là. Je pense que c'est des adultes. Puis je veux dire, moi, mon style d'humour, c'est beaucoup dans la déconstruction et dans l'ironie. C'est pas quelque chose que tu es capable de comprendre à 5-6 ans. Là. Tu sais, le stand-up est pas fait pour des enfants. Là. Non, c'est ça. Il avait oublié de me dire ça, puis j'en revenais pas. Ça, j'étais vraiment en colère. Et c'est ça. Je faisais 1h30 devant. Je pense que la moyenne d'âge, c'était 7 ans. C'est pas moi. Là. Et les gens étaient assis à terre. Je peux pas faire rire des gens assis par terre. Ouais, je comprends ça. Moi, j'avais joué devant ma nièce qui pourtant m'adore. Le public avait vraiment bien ri, mais ma nièce vient me voir à la fin du spectacle pour me dire « C'était vraiment pas drôle, hein. » Merci. Mais c'est normal, comme tu dis, le stand-up, c'est pas prévu pour des enfants. Ben non, c'est ça. Et si je te demandais par contre, quelle serait ta meilleure scène? Celle qui t'a marqué le plus? La première fois que mon spectacle a vraiment bien fonctionné de A à Z, je
pense le Club Soda, c'est sûr, Club Soda, c'est là que j'ai fait ma première médiatique. J'étais terrifié, j'avais peur des mauvaises critiques. Tu travailles fort. Peu importe si le spectacle a eu des bonnes ou des mauvaises critiques, c'est que il y a quelqu'un il y a des gens qui ont travaillé fort derrière ça. Et ça, je me disais, je veux pas avoir mis autant d'efforts pour finalement qu'on me dise que c'était bidon, là. Je me souviens que la première médiatique, vraiment, j'avais réussi à trouver mon confort, vraiment. J'avais été surpris d'à quel point je m'étais amusé pendant. Je pense que ça serait un de mes très bons moments. Ouais. Puis, il y a le Bordel à Montréal aussi, qui est la meilleure salle de spectacle que j'ai fait. Là. Ça a été pensé par des humoristes. Là. C'est parfait, là. Vraiment. Là. Pour de vrai, là, il y a au moins 20 spectacles, je pourrais dire que c'est au Bordel parce que c'est souvent des spectacles incroyables. Et sinon, au Club Soda. Puis, je me souviens aussi, il y a un spectacle je me souviens plus, c'était peut-être Thetford Mines, en tout cas, une ville quand même loin de Montréal, que c'était la première fois que je faisais mon spectacle loin de Montréal et qui allait aussi bien. J'ai dit, ça c'est bien, tu sais, que je te disais plus tôt là, que je voulais faire quelque chose de moins hermétique, ben là, c'était la confirmation que j'avais réussi. Je fais, ça c'est cool, puis je suis fier de mon spectacle, donc je me suis pas dénaturé. Je pense que ça, c'est un vraiment beau moment aussi pour moi. En faisant mes recherches, j'ai vu pas mal de critiques sur le spectacle et je n'ai vu que du bon. Donc j'invite tout le monde à aller voir ton spectacle. Ici, si ça te va, je vais clôturer avec ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander à chaque fois un nom d'humoriste, peu importe qu'il soit homme, femme, québécois, français, américain, mais à chaque fois tu es obligé de me donner un seul humoriste. Ok, parfait. Pour toi, l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Qui est... Excuse-moi, là, ce qui passe tout le monde dans ma tête. Qui est ultra sympathique? Ben, Frankie, justement, là, on en parlait plus tôt, il est vraiment sympathique. C'est vraiment un cool guy. Très, très, très gentil. Super gentleman, sérieusement, là. Puis, qui me vient en tête vite comme ça? Ben là, c'est... En même temps, Sam Tétrault, Colin. Le gars, il... Il m'a logé. Oui, là, je peux pas dire pas Sam Tétrault. OK, il m'a mis ex aequo. Je m'excuse, là. Première question, je refuse tes règles. Je mettrais ex aequo. Non, je peux pas mettre ex aequo. Désolé, Frankie. Hyper gentleman, mais Sam Tétrault, j'ai trop une relation unique avec ce gars-là, puis je dois trop m'a dit Sam Tétrault. Ça serait marrant que Sam écoute l'épisode et se dise « Mais je l'ai logé ?» Alors, je peux pas dire Sam, là, pour vrai. Le gars m'a... Non, il a tout fait pour moi, puis il est hyper altruiste. Sam, ouais. Tu mets souvent en avant l'originalité et la créativité. Pour toi, du coup, c'est qui l'humoriste le plus créatif? OK, je peux-tu nommer, dire une personne par endroit dans le monde, OK? Ben, je ferai pas le tour de tous les pays, là, on s'entend? Au Bangladesh. Charles Beauchesne, je le trouve hyper créatif. Au Québec, moi, c'est pas mal mon humoriste favori. Je l'adore. Je dirais Charles Beauchesne au Québec. J'adore en Australie Tim Minchin. Moi, c'est mon idole. En Angleterre, Eddie Izzard. Pour vrai, il m'éblouit. Là. Je capote sur cette personne-là. Aux États-Unis, j'aime vraiment Dimitri Martin. En France, qui est vraiment original, j'allais dire, il y a un nom qui me vient en tête, mais attends, qui est vraiment, vraiment original? En Suisse, Thomas Wiesel, je le trouve super prolifique. En Belgique, comment que ça, c'est Julien, j'avais rencontré, j'avais vraiment aimé son spectacle, j'avais été voir son spectacle d'une heure, j'avais trouvé super bon. Il est roux, il est comédien aussi. Roux comédien qui s'appelle Julien. Non, là j'ai pas. Désolé, mais j'avais vraiment eu un super contact avec lui. J'ai vraiment apprécié son spectacle. Sinon, Gaspard Proust, je l'aime vraiment en France aussi. OK, oui. Mais je sais pas si je dirais que c'est celui qui... original, Roman Frissinette. Je le trouve vraiment original. Hein. Ah oui, aussi. Est-ce que toi, tu connais Yacine Bellous? Oui, mais je connais pas son stand-up. Mais c'est parce que j'ai entendu un moment où tu disais que t'aimais bien quand on parlait de l'histoire et quand on faisait quelque chose de drôle avec. Et je sais pas si tu sais, mais il a toute une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle l'histoire racontée par des chaussettes. OK, non, je savais pas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça devrait te parler parce que c'est super drôle et c'est une histoire racontée par des chaussettes. Donc déjà, c'est suffisamment absurde pour que ça soit déjà drôle dès le départ. Mais je me suis dit, faut que je lui recommande.
Ah ouais, très cool. On va regarder ça. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Ah, Tim Minchin. Tout ce qu'il fait, c'est de passer d'une chanson à... Puis il habite vraiment ses propos. C'est sûr que lui, c'est un virtuose aussi, par exemple, comme musicien. Fait que c'est sûr que c'est pas le spectacle le plus hilarant, mais quand il décide de faire du stand-up, je le trouve vraiment bon. Mais c'est qu'il habite tellement ce qu'il fait. Là, je recommande n'importe qui à aller voir Storm, qui est pour moi le meilleur numéro que j'ai jamais vu. Là. Je trouve vraiment ça bon. Ouais. Ah, je vais aller écouter ça parce que moi je le connaissais pas avant d'avoir fait mes recherches sur toi. Merci pour la découverte du coup. Plaisir. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Ben Roman, je trouve vraiment qu'il écrit bien. Je trouve vraiment là qu'il est très, très, très habile dans la manière qu'il emmène n'importe quel sujet. On dirait des fois je suis souvent d'accord. Moi, d'ailleurs, j'ai pas besoin d'être d'accord avec toi. J'aime ça aller chercher l'opposition. Là. Moi, je pense que c'est vraiment important dans la vie l'opposition. Puis je trouve même que ces tensions, on a tendance à en manquer. Puis les discours sont moins nuancés qu'auparavant. Tu sais, exemple, Bill Burr, c'est rare, je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'il le fait bien aussi. Mais Roman, il y a beaucoup de prémices que je fais « Ah oui », et c'est déjà quelque chose. Je me suis dit, j'aimerais ça parler de ce sujet-là, puis j'ai jamais trouvé l'angle, moi, pour faire « Ah, ça va rester drôle ». Puis là, je le vois, puis je suis comme « Mon Dieu, il a réussi à faire quelque chose d'hyper punché ». Donc, ouais, Roman, je le trouve vraiment habile. Mais en plus, il a une chronique régulière sur une émission qui s'appelle Click. À chaque fois, il est inventif et créatif. C'est vraiment fort, de façon régulière. Oh, c'est impressionnant, ouais. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur interprète, celui qui joue le mieux? Simon Gouache, il joue vraiment bien. Tellement campé dans ses... Il y a Simon, puis il y en a un autre aussi qui fait ça différemment, mais Pierre-Yves Roy Desmarais au Québec, que je trouve aussi qui... les deux, d'une manière différente, ils assument tellement... Simon, là, le calme... Quand il joue une situation qu'il a parlé en stand-up, puis là, il joue le personnage, il est tellement assumé. Je le trouve vraiment bon quand il joue. Puis Pierre-Yves aussi, je le trouve très assumé dans ce qu'il fait. Je comprends les deux. Un humoriste que toi, tu es fier d'avoir fait rire? Simon, justement, m'a renommé Simon. Qu'est-ce qu'il a dit à ton podcast la dernière fois, ça m'a vraiment touché. En plus, Simon, je me souviens, je l'avais vu, mon premier spectacle que j'ai fait à Montréal, il était là, je le connaissais pas du tout, je connaissais personne en humour, puis je l'avais vu sur scène, j'avais vraiment trouvé bon. Je l'ai trouvé très, très bon. Après que j'avais joué, il m'avait dit, il avait pris le temps de me dire « T'es vraiment bon, tu vas te rendre loin ». Puis ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Donc c'est comme le premier que je me souviens que ça m'avait vraiment fait plaisir de le faire rire, puis qu'il me dise de manière aussi chaleureuse que ça m'avait donné beaucoup de confiance. C'était une belle tape dans le dos, puis encore à ton podcast dernièrement, c'est vraiment quelqu'un que je suis tout le temps fier après toutes ces années, de ne pas le décevoir. Ça a été une des premières personnes aussi à m'envoyer à me faire une belle tape dans le dos. Dans le podcast, ton nom a popé plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui t'ont recommandé, en tout cas chaudement. Je t'invite à écouter du coup. Ok, cool, ben oui. Ici, à la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel te fait le plus rire, toi. Donc c'est vraiment subjectif. Toutes les personnes qui sont citées sont bourrées de talent et c'est toutes des gens que tu apprécies, sinon c'est trop facile. Ah, j'espère pas insulter personne, mon Dieu. C'est vraiment pas le but, c'est juste de dire celui qui vient te chercher le plus. Oh, je comprends. Entre Catherine Levac et Adib Al-Khalidé. Adib. Catherine, je la trouve super bonne, je la trouve super efficace. Mais il y a quelque chose d'Adib qui vient me rejoindre dans l'humanité. Il y a vraiment une proposition. Je me reconnais c'est pas que je me reconnais, là, mais il y a vraiment une sensibilité. C'est parce que c'est tout le temps, j'ai l'air de dire que l'autre personne l'a pas. C'est ça qui est difficile, là. C'est pas, je dis qu'il. Dans la démarche, tu sens tellement que il a envie de partager quelque chose, que là-dedans aussi, je me reconnais dans la proposition il veut pas juste faire rire Adib, tu sais. Puis Catherine, elle me fait beaucoup rire, je la trouve hyper efficace, je la trouve intelligente et tout. Mais Adib, il y a quelque chose qui vient me chercher dans l'audace et dans à quel point il est vrai, puis qui est habité, qui habite son propos. S'il y a une idée qui fonctionne pas du premier coup, il va pas la retirer de son spectacle. Il y a ses tripes, là. Il y a quelque chose, il y a une proposition qui est tellement véritable là-dedans qui fait non, il faut que je dise ça. Donc, moi, trouver la manière que ce soit drôle, que c'est ça. Ouais, voilà. Choix suivant entre Jer Alain et Thomas Levac. Puis, juste mentionner, par exemple,
Presque avec n'importe quel autre humoriste qu'on aurait nommé puis qu'on aurait dit Kat Levac, j'aurais dit Kat Levac, par exemple. C'est vraiment Kadib, là, c'est comme... Pour moi, il est presque ex-aequo avec... Tu sais, je nommais Charles Beauchesne tantôt, là, mais Adib aussi. C'est juste que, c'est sûr, on a tout le temps une tendance aussi à faire une passe à la palette sur quelqu'un aussi qui est moins connu, tu sais. Là, tu fais comme, tu sais, Charles, c'est quelqu'un, justement, que je fais comme, ah, lui, il faut qu'il soit plus connu. OK. Excuse-moi. Ah, t'inquiète pas. C'est volontaire que ce soit des gens que t'apprécies, donc je te mets dans une situation difficile, mais je sais que tu trouves que l'autre a tout autant de talent, mais... J'espère qu'ils écouteront pas. Je veux pas... on est tous fragiles. Je veux pas blesser Colin. Ça pourrait me détruire pour un mois, là, si j'entendais... Ah, alors ne va peut-être pas écouter tous les épisodes. Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un... Ah, mon Dieu. Non, mais je t'ai déjà mis dans les choix, je me rappelle pas qui a choisi quoi, mais je me dis c'est possible qu'on t'ait pas choisi une fois, tu vois. Entre Jer Alain et Thomas Levac. Stand-up ou en podcast? En stand-up. Jer, il est efficace, mais personnellement, plus Thomas. Entre Eddie Izzard et Tim Minchin. Oh. Ah, God. Hey, j'ai de la misère, ils me font comme pas rire de la même manière. Parce que Tim Minchin, je repense à des lignes, puis je suis tout le temps... Tu sais, un genre de rire qui te fait du bien, là, qui fait « Ah, ouais! » Et Eddie, c'est sûr qu'il est comme plus efficace, là. C'est un stand-up, là. C'est vraiment, c'est très... Et Tim Minchin aussi, mais il fait tellement de trucs qu'à un moment donné, Tim Minchin, c'est comme un artiste multidisciplinaire qui est drôle. Tim Minchin, c'est un stand-up, tu sais. Fait que à la fréquence du rire, je pense que je dirais Eddie Izzard, mais Tim Minchin, par contre, c'est lui que j'ai le plus de phrases vraiment qui sont quasiment devenues des mantras, là, qui sont devenues vraiment des phrases qui me font du bien, puis je me répète, puis j'en ai d'encadrer de Tim Minchin, tu sais. C'est vrai que la question est à chaque fois dans le sens celui qui te fait le plus rire, mais moi il y a des gens qui me font rire plus, mais que d'autres me touchent plus. Exact, puis c'est parce qu'en plus, même moi, pour des humoristes, ça se peut que j'aille vers, tu sais, j'ai même dit entre Adib puis Catherine, tantôt j'ai dit ça, mais dans le fond, peut-être je ris plus à Catherine, mais moi, ça se peut qu'un humoriste me fasse plus rire, mais que j'aime mieux un autre quand même. Je recherche pas tant que ça le rire à tout prix quand j'écoute de l'humour. Il y a des gens qui me font pas rire fort, mais que je pourrais écouter pendant 1 heure et demie parce que j'adore ça, puis profondément, je trouve ça meilleur puis plus drôle, mais m'a plus rire fort à l'autre personne. Donc, c'est ça qui est, ouais. Entre Frankie et Jean-Thomas Jobin. Frankie. Entre Martin Matt et Louis-José Houd. Louis-José Houd. Entre Simon Gouache et Maud Landry. Hey, c'est difficile, celle-là aussi. Je ris pas pour les mêmes raisons. Maud va me surprendre par les angles. Il y a des gars qui font « Ah ouais, c'est vraiment bien trouvé. » Puis là, Morin m'a trouvé ça bon. Puis Maud, des fois, il y a quelque chose, je fais « Ah mon Dieu, ça c'est une ligne. Colin, je suis jaloux de cette ligne-là. » Puis Simon, ça va être quelque chose juste que je peux pas faire. C'est juste quelque chose que je fais, OK, c'est juste autre chose. Tu sais, pour moi, Simon, c'est un virtuose dans quelque chose qui est comme pour moi tellement différent. C'est comme un professionnel du tennis qui regarde un joueur d'un autre professionnel, mais d'un autre sport qui fait, ah, lui, il est vraiment bon au hockey, je pourrais pas faire ça. Pour moi, c'est juste complètement autre chose. Fuck, Colin. Je m'en dirais Simon, justement, parce qu'il y a quelque chose qui... Maud m'a aidé dans un mode, des fois, plus analyse. Parce que justement, c'est quelque chose de... Simon, c'est tellement loin de moi que je suis capable de décrocher complètement. Tu sais, comme qu'est-ce que tu disais que quand tu m'écoutes, c'est loin de toi, mais je pense que ça me fait ça que Simon. C'est tellement loin, c'est tellement dans le jeu que j'arrête d'analyser, puis j'écoute, puis je profite. Entre Mike Ward et Laurent Paquin. Mike. Un petit dernier pour la route. Entre Marilyn Jonka et Phil Roy. Phil Roy. J'ai une toute dernière question, si tu veux bien. C'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le podcast? Qui est-ce que je devrais inviter? Tu sais, j'ai tellement parlé de Charles Beauchesne, ça serait cool. Ça serait... OK. Ouais, j'aimerais l'entendre. J'aime tout le temps. Je sais pas, d'ailleurs, je te conseille fortement, si t'as pas entendu, tu parlais d'histoire tantôt, les pires histoires. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. C'est le nom de son podcast. C'est excellent. Pour vrai, là, c'est vraiment excellent. C'est punché, là, aux 5 secondes. C'est brillant. Le gars, il est hyper éloquent. Il a un vocabulaire imagé. Il a une démarche artistique. Puis il maîtrise bien son sujet. Je te conseille vraiment ça. Les pires histoires fait par Charles Beauchesne. C'est excellent, puis il parle des histoires, c'est pas des anecdotes, c'est des moments historiques. Là. Ah ben je vais aller découvrir ça, parce que je connais peu, je connais de noms, mais je connais pas beaucoup ce qu'il fait. Je sais pas s'il a beaucoup de matériel disponible sur YouTube, mais s'il y a un podcast, c'est cool. Ouais, exact. Je pense que c'est le meilleur endroit pour le découvrir, parce que moi, j'aime beaucoup son stand-up, mais je te dirais, le podcast, quand je l'ai écouté, j'ai fait « Wow, là, il est sur son X. » Il a vraiment trouvé sa zone. Ben voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
d'avoir pris plus de 2 heures de ton temps à répondre à des questions d'un Belge que tu ne connaissais pas. Ben, merci à toi de prendre le temps aussi de me parler, c'est gentil. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.